Un jour, une porte des enfers est soudainement apparue dans le ciel. Il en a surgi de terrifiantes calamités qui ont écrasé l'humanité sous une puissance inimaginable. Alors que ces monstres ravageaient le monde, notre espèce semblait vouée à l'extinction. Mais face à ce désespoir absolu, l'humanité s'est éveillée. Des personnes ont commencé à acquérir des niveaux et des compétences, obtenant la force de riposter face aux calamités. Depuis lors, le monde a radicalement changé. La valeur d'une personne est désormais déterminée par son niveau et ses capacités. Parmi toute l'humanité, 10 individus se sont hissés au-dessus des autres. Ils ont été loués, respectés et vénérés comme les héros les plus puissants de notre époque. On les a appelés les Numbers. Ces héros qui avaient autrefois sauvé le monde étaient devenus le plus grand espoir de l'humanité. Un jour, un homme blond a annoncé que les Numbers cherchaient des personnes dignes de combattre à leur côté. L'annonce a été diffusée sur un écran géant au cœur de la ville. Un garçon aux cheveux bruns s'est arrêté pour la regarder. Il a observé l'écran en silence, pensant aux Numbers, ces héros qui avaient autrefois sauvé le monde. Pendant un court instant, il est resté figé à contempler cet affichage colossal. Il s'appelait Kuya Kamikami, et ce garçon n'est autre que notre héros. Comme tant d'autres, Kuya avait autrefois été sauvé par les Numbers. C'est pourquoi il avait grandi avec le rêve de les rejoindre un jour pour protéger les gens des calamités. C'était le rêve d'enfant auquel il s'accrochait, mais la réalité s'est avérée bien plus cruelle. Tout près de là, quelqu'un a fièrement annoncé avoir enfin atteint le niveau Saint. Un autre s'est plaint d'être toujours coincé dans les niveaux 90. Dans un monde où la force se mesurait si facilement, les puissants étaient plus respectés que jamais. À l'inverse, les faibles n'attiraient que le mépris. Et pour Kuya, bloqué au niveau 8 depuis si longues années, c'était comme si le monde entier lui crachait qu'il ne méritait pas d'exister. Dans un monde où tout le monde possédait des pouvoirs, il était le seul à ne s'être jamais éveillé. Soudain, des sirènes ont retenti à travers la ville. Une alerte à la calamité a été diffusée partout. Certains ont râlé, agacés d'être dérangés dans leurs occupations. Des enfants se sont mis à pleurer. D'autres ont vérifié leur téléphone, pestant contre une énième erreur de localisation. Une petite fille a appelé sa mère en pleurant. Celle-ci l'a tout de suite serrée dans ses bras, la rassurant en lui disant que les Numbers viendraient les sauver. Puis soudainement, l'espace au-dessus d'eux s'est déchiré. Un monstre a lacéré le ciel pour s'introduire dans la ville. La panique s'est propagée instantanément alors que les gens fuyaient pour survivre. Mais la mère et la fille sont restées pétrifiées de terreur. Dès que Kuya les a vus, il a fait volte-face et s'est précipité sans la moindre hésitation. Il s'est interposé entre le monstre et les deux civils alors que l'immense créature se dressait au-dessus de lui. Tout son corps tremblait de peur. Le monstre a poussé un hurlement assourdissant. À cet instant précis, Kuya a souhaité de toutes ses forces posséder du pouvoir. Puis en un éclair, un homme blond est apparu et a repoussé le monstre d'un coup de pied. Les yeux de Kuya se sont écarquillés de stupeur. Il a immédiatement reconnu cet homme. C'était Inui. Seka Inui. L'un des Numbers. L'homme connu comme le plus fort au monde, et la personne que Kuya admirait plus que tout. Il y a 6 ans, un monstre de classe calamité de grade spécial est apparu. Même les humains éveillés ne faisaient pas le poids face à lui. Un nombre incalculable de personnes ont perdu la vie. À l'époque, Kuya n'avait que 11 ans. Couvert de sang, il était assis, impuissant, au milieu de piles de cadavres. La plupart des événements de ce jour-là étaient devenus flous dans sa mémoire, mais un souvenir restait limpide. Les Numbers ont mené une bataille désespérée contre la calamité au péril de leur vie. Inui a affronté le monstre en personne, et juste au moment où il l'a acculé, le monstre a remarqué quelque chose. Il a vu Kuya et a immédiatement dirigé son attention vers lui. C'est là que s'arrêtait le souvenir de Kuya, lorsqu'il a repris connaissance. Inui le tenait fermement dans ses bras et lui assurait qu'il était désormais en sécurité. C'est à cet instant que Kuya a compris que Inui en personne l'avait sauvé. Un cri a soudainement ramené Kuya à la réalité. Une foule s'était rassemblée avec enthousiasme autour des Inui après l'avoir reconnu comme l'un des Numbers. Kuya est resté là, complètement abasourdi, jusqu'à ce qu'une des fans le bouscule sur le côté. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a mesuré l'immense popularité des Inui. Il y avait encore tant de choses qu'il voulait lui dire, et une telle occasion ne se représenterait peut-être jamais. Rassemblant tout son courage, Kuya a serré fermement son carnet intitulé « Choses à faire pour devenir un Number ». Puis il a interpellé Inui. Inui s'est retourné. Nerveusement, Kuya lui a demandé s'il se souvenait du garçon qu'il avait sauvé 6 ans plus tôt. Il lui a avoué que depuis ce jour, il n'avait rêvé que de devenir aussi fort que lui. Il lui a expliqué avoir fait de son mieux toutes ces années, mais quoi qu'il fasse, son niveau et ses compétences ne s'amélioraient pas. Désespéré, Kuya a demandé ce qu'il devait faire pour devenir l'un des Numbers. Inui est resté silencieux. Soudain, l'une des fans a hurlé sur Kuya de se pousser et l'a projeté à terre. Gémissant de douleur, Kuya s'est lentement relevé. Puis une fillette a soudainement appelé « grand frère ». Kuya l'a reconnue immédiatement. C'était la petite fille de tout à l'heure. Soulagé qu'elle soit saine et sauve, il l'a regardée, mais elle l'a ignorée et a filé droit vers Inui pour le remercier à sa place. Kuya a baissé les yeux en silence. Il s'est alors relevé doucement et est parti, car il devait encore aller au lycée. Un flash info en direct était diffusé depuis Shibuya. La journaliste expliquait que malgré une alerte à la calamité déclenchée en pleine heure de pointe, une équipe d'intervention s'était aussitôt déployée. Elle a fièrement annoncé que Seka Inui des Numbers avait abattu la bête avec succès.
Louant sa rapidité d'action, elle a déclaré que la paix avait une fois de plus été préservée à Shibuya. Inui a affirmé que la mission des Numbers était de s'assurer que la tragédie d'il y a 6 ans ne se reproduise plus jamais. Il a déclaré qu'ils continueraient à se battre au péril de leur vie pour honorer ce devoir. La journaliste lui a demandé s'il faisait référence à l'incite de la calamité de grade spécial, le désastre ayant causé le plus grand nombre de victimes de l'histoire. Inui l'a confirmé. Il a déclaré qu'il avait payé un lourd tribut lors de cette bataille, y perdant nombre de leurs camarades Numbers. Kuya regardait silencieusement la retransmission sur l'écran géant. Avec enthousiasme, la journaliste a souligné que Inui était l'homme qui avait vaincu cette calamité, devenant ainsi une légende vivante. La foule autour de lui a explosé de joie. Inui semblait vouloir dire quelque chose, comme s'il s'apprêtait à démentir. Mais en voyant les sourires et l'admiration sur le visage de ses fans, il s'est contenté de sourire en retour et de saluer la foule. Pendant ce temps, Kuya a repris sa route vers le lycée. Soudain, quelqu'un l'a agrippé par derrière. Un garçon blond a passé un bras autour des épaules de Kuya en l'appelant Hachiko. Surpris, Kuya l'a reconnu sur le champ. C'était Tamba. Kuya balbutia maladroitement le nom de Tamba. Sans prévenir, l'un des amis de Tamba donna un violent coup de pied dans le ventre de Kuya. Le gars lui hurla qu'un petit minable comme lui n'avait aucun droit de s'adresser aussi familièrement à Tamba. Les trois brutes le regardaient de haut avec des sourires moqueurs. L'un des larbins de Tamba expliqua fièrement qu'il était déjà considéré comme un candidat pour la prochaine génération des Numbers, une véritable étoile montante. Il ricana en disant qu'un minable de niveau 8 comme Hachiko ne devrait pas lui parler comme s'il était égaux. Tamba leur dit nonchalamment d'arrêter avant que les gens ne se méprennent sur la situation. Remarquant les regards des passants, il expliqua qu'ils n'étaient que de simples camarades de classe. Ryoji Tamba avait le même âge que Kuya. Mais contrairement à lui, Tamba était un génie qui battait sans cesse des records. La différence entre eux était écrasante. Ensuite, Tamba mentionna l'air de rien qu'il pensait aller au bowling avec les autres. Kuya répondit maladroitement qu'il ne pouvait pas sécher les cours. Le groupe éclata immédiatement de rire. Ils se moquèrent de lui pour avoir cru qu'il était vraiment invité. L'un d'eux lui dit qu'il faisait pitié. Tamba se pencha et demanda tranquillement à Kuya de lui prêter de l'argent car il était un peu à sec en ce moment. Kuya fit remarquer que Tamba ne le remboursait jamais, et qu'en plus, il venait de toute façon d'une famille riche. Tamba fronça légèrement les sourcils et dit qu'il ne comprenait pas. Puis il cria soudainement que dépenser l'argent de Kuya était justement ce qu'il y avait de plus drôle. Il frappa Kuya au visage et lui vola son portefeuille. En voyant la somme ridicule à l'intérieur, Tamba claqua la langue et le traita de rat. Une fois l'argent en poche, il jeta le portefeuille vide et dit à Kuya qu'il aurait dû le donner dès le début. Kuya les maudit silencieusement dans sa tête. Pendant ce temps, le groupe s'éloigna en parlant de la fortune que les Numbers devaient amasser. L'un d'eux affirma qu'atteindre le sommet permettait d'avoir autant d'influence qu'un président. Tamba avoua qu'il voulait absolument devenir un Number, car ils avaient sûrement tout, l'argent, les femmes et le luxe. Au moment où Kuya entendit cela, il écarquilla les yeux. Doucement, il marmonna qu'il avait tort. Le groupe s'arrêta et se tourna vers lui. Puis, Kuya leur cria soudainement qu'il avait tous tort. Il attrapa Tamba par les épaules et hurla que les Numbers n'étaient pas des personnes vulgaires comme eux. Il n'avait donc aucun droit de se moquer d'eux. Kuya déclara que même avec tout son talent, quelqu'un comme Tamba ne pourrait jamais devenir un Number. Évidemment, ces mots mirent Tamba en rogne. Se tournant vers ses amis, Tamba annonça que le bowling était annulé. À la place, il décida de donner une bonne leçon à Kuya. À l'intérieur d'un bâtiment abandonné, le groupe encercla Kuya. Tamba le frappa et lui demanda qui lui avait donné le droit de répondre, avant de révéler son niveau. Une fenêtre de statue apparut devant les yeux de Kuya. Elle affichait le nom de Ryoji Tamba, niveau 2500. Compétence, poche. Tamba rappela à Kuya qu'il pouvait écraser un faiblard comme lui en un instant, puis il annonça fièrement qu'il allait lui montrer sa compétence ultime, la poche. Kuya fixa avec effroi une immense créature sombre, semblable à un poisson, se matérialiser derrière Tamba. Tamba expliqua que sa compétence lui permettait de stocker n'importe quoi dans sa poche, de se l'approprier, et de l'invoquer quand il le voulait, même des calamités. Il rappela ce que Kuya avait dit plus tôt sur le fait qu'il ne deviendrait jamais un Number. Puis il demanda si Kuya pouvait encore faire le malin après avoir vu ce monstre. La calamité fonça immédiatement sur Kuya. Les autres se moquèrent de lui. Tamba lui dit ironiquement de courir. Sinon, il se ferait dévorer tout cru. Kuya trébucha et s'écrasa face contre terre. La calamité rugit violemment avant de mordre directement dans sa jambe. Avec une force terrifiante, elle le projeta violemment au sol. Une violente explosion de poussière et d'énergie violette jaillit. L'un des gars lâcha nerveusement un oups. Du sang se répandit sur le sol. Kuya regarda avec horreur sa jambe sectionnée, puis il hurla de douleur. L'un des tyrans paniqua et demanda si Kuya était vraiment sur le point de mourir. Tamba répondit calmement que si le thorium qu'on a vu dans Monxiar, ou s'il appelait une ambulance maintenant, quelqu'un avec une compétence de soins pourrait encore le sauver. Il suggéra de faire croire qu'il avait simplement découvert un civil sans défense attaqué par une calamité. Après tout, sauver Kuya améliorerait probablement encore plus sa réputation. Se tenant au-dessus du corps brisé de Kuya, Tamba lui demanda d'un ton moqueur s'il voulait être sauvé. Il lui proposa alors un marché. Il dit qu'il sauverait Kuya. Seulement si Kuya acceptait de devenir son chien pour le restant de ses jours.
Kuya ne pouvait rien faire d'autre que rester allongé là, impuissant, pendant que Tamba continuait de le traiter de bon à rien. Des larmes montèrent aux yeux de Kuya alors qu'il se demandait pourquoi cela lui arrivait. Puis Tamba marcha accidentellement sur quelque chose. C'était le carnet de Kuya. Il le ramassa et le montra aux autres. En le lisant, il trouva une note qui disait « Faire 300 pompes et abdominaux chaque jour ». Tamba se mit à rire et traita Kuya de désespéré acharné. Les autres se moquèrent des efforts de Kuya, bien qu'il n'ait jamais augmenté son niveau une seule fois. Tamba ricana en disant que ça devait vraiment craindre d'être inutile. Il dit ensuite à Kuya d'accepter enfin la réalité. Tamba déclara que quelqu'un sans compétence ni niveau ne pourrait jamais devenir un imbeur, et une fois de plus, il le traita d'incapable. Des larmes coulaient sur le visage de Kuya. Il ne comprenait pas pourquoi tout cela lui arrivait, pourquoi des gens comme Tamba étaient bénis par la puissance, alors que lui n'avait absolument rien. Son corps se refroidissait lentement. Il se demanda si c'était vraiment là qu'il allait mourir. Et face à une fin aussi misérable, Kuya se demanda doucement quel avait bien pu être le sens de sa vie. Soudain, une silhouette imposante faite de flammes rougeoyantes apparut derrière le groupe. Elle déclara que tout cela était stupide. Kuya la fixa d'un regard vide. Sa vision était floue. Puis il remarqua quelque chose d'étrange. Le monde autour de lui avait complètement cessé de bouger. Pendant un instant, Kuya se demanda s'il était déjà mort. La voix semblait dégoûtée. Elle n'arrivait pas à croire qu'un humain puisse vraiment mourir d'une façon aussi pathétique. Kuya demanda faiblement, « Qui est là ?» L'entité enflammée se présenta sous le nom de Mugen, puis elle demanda à Kuya s'il avait oublié ce qui s'était passé 6 ans plus tôt. Les yeux de Kuya s'écarquillèrent de choc car ce monstre n'était autre que la calamité de classe spéciale que Inui était censé avoir vaincu à l'époque. Mugen se moqua de cette idée. Il corrigea Kuya et lui révéla la vérité. Il n'avait en fait jamais été vaincu. Au contraire, il avait vécu à l'intérieur de Kuya tout ce temps. Kuya n'arrivait pas à comprendre ce que cela signifiait. Mugen lui expliqua qu'il y a 6 ans, après avoir épuisé presque toute son énergie, il avait tenté de posséder le corps du gamin à proximité. Ce gosse, c'était Kuya. Mais au lieu de prendre le contrôle de son corps, c'est Mugen lui-même qui a fini par être absorbé par Kuya. Mugen se plaignit qu'observer la vie pathétique d'insecte de Kuya pendant si longues années avait été d'un ennui insoutenable. Il avait passé tout ce temps endormi, incapable même de prendre le contrôle de son corps. Ce n'est que maintenant, alors que Kuya frôlait la mort, qu'il pouvait enfin refaire surface. Mugen annonça froidement à Kuya qu'il allait mourir. La douleur rongeait le visage de Kuya. Mugen se moqua de sa misérable existence. Personne ne le reconnaissait. Personne n'attendait rien de lui. Tout le monde le traitait comme un misérable insecte. Puis, Mugen demanda à Kuya s'il en connaissait la raison. Il déclara que c'était tout simplement parce que Kuya était faible. Kuya serra les dents de frustration. Mugen lui demanda si le pouvoir était ce que Kuya désirait au plus profond de lui. Alors, comme ultime présent avant la mort, il lui offrit un aperçu de cette puissance pour qu'il puisse au moins mourir satisfait. Mais Kuya rejeta l'idée, le seul pouvoir qu'il désirait vraiment était celui de protéger les autres, tout comme Inui l'avait protégé autrefois. C'était ce genre de force qu'il avait toujours admiré. C'était cette puissance qu'il convoitait réellement. Soudain, les yeux de Kuya s'illuminèrent d'un rouge écarlate. Une énergie féroce commença à tourbillonner autour de lui. Une force terrifiante explosa de son corps. Tamba et les autres se figèrent, tétanisés. Puis, soudain, la calamité que Tamba avait invoquée s'effondra, foudroyé sur le coup. Le corps de Kuya se remit lentement debout, mais ce n'était plus lui qui en avait le contrôle. Mugen avait pris les rênes, riant de satisfaction d'avoir enfin retrouvé une enveloppe charnelle. Il posa alors une question à Kuya. S'était-il jamais demandé pourquoi son niveau ne montait jamais, malgré tous ses entraînements acharnés? Mugen leva le poing et pulvérisa l'écran de statue de Kuya d'un seul coup. L'écran brisé vola en éclats comme du verre, puis Mugen lui révéla la vérité. Le statut de Kuya était tourné dans la mauvaise direction depuis le début. Un symbole de l'infini s'illumina brusquement au-dessus du corps de Kuya. Une énergie rouge et sinistre crépitait violemment autour de lui tandis qu'une puissance écrasante jaillissait. Mugen se délectait intensément de la sensation de posséder à nouveau un corps humain. Tamba se demandait ce qui clochait exactement avec Kuya. L'un de ses sbires se demanda si Kuya était miraculeusement en vie, car sa force vitale rappelait celle d'un vulgaire cafard. Mugen fit remarquer nonchalamment que, comme il s'y attendait, il n'était que de misérables faibles. En faisant craquer ses doigts en forme de griffes, il activa sa compétence. Les deux sous-fifres éclatèrent de rire, persuadés qu'il avait complètement perdu l'esprit. Pourtant, Tamba conservait un visage d'un sérieux glaçant. Mugen ordonna à ses minables de faire de leur mieux pour ne pas mourir sur le coup. Pendant ce temps, dans un gratte-ciel de la ville, quelqu'un annonça son retour. Seka Inui entra dans son bureau. Sa secrétaire l'accueillit et lui rapporta qu'il n'y avait eu aucune perte, comme prévu. Inui approuva, soulignant que c'était une chance que la calamité soit apparue si près. Il médita sur la nature imprévisible de ces fléaux et insista sur la nécessité de rester constamment sur le qui-vive. C'est alors que l'image de Kuya lui traversa soudainement l'esprit. Sa secrétaire lui demanda si quelque chose n'allait pas. Inui lui raconta qu'un garçon lui avait parlé plus tôt, et qu'il avait fini par comprendre que c'était l'enfant qu'il avait sauvé lors de l'incident d'il y a 6 ans. Il admit avoir commis une chose impardonnable. Il regrettait amèrement de ne pas avoir reconnu Kuya plus tôt. Soudain,
une pression écrasante envahit la pièce. Inouï demanda immédiatement ce qu'était cette aura. Puis, il regarda par la fenêtre. Il pouvait sentir que la puissance au dehors égalait la leur, voire la surpassait. En proie à la stupeur, il se demanda si c'était une force de niveau calamité. De retour dans le bâtiment abandonné, l'un des amis de Tamba devenait de plus en plus exaspéré par Kuya. Il s'était senti profondément humilié d'être traité de minable. L'homme fonça instantanément vers lui. Il jura qu'il tuerait Kuya de ses propres mains. Cependant, l'énergie brûlante accumulée dans sa main se dissipa brusquement avant même de pouvoir effleurer Kuya. Puis, Kuya lui tordit le bras avec une telle violence que ses os volèrent en éclats instantanément. Lorsque l'homme s'effondra au sol, son corps était tordu de façon grotesque comme si on l'avait essoré telle une serviette. Plongé dans une frénésie absolue, Mugen déclara que la sensation d'écraser des os était tout simplement irrésistible. Il ajouta que cela faisait déjà 6 ans qu'il n'y avait pas goûté. La sueur coulait sur le visage de Tamba, se demandant si la personne face à lui était vraiment encore Kuya. Pendant ce temps, l'autre sbire affichait toujours la même arrogance. Il concentra alors son énergie et attaqua, hurlant que Kuya n'était qu'une véritable épave incapable. Il déchaîna une technique appelée Ouigui, projetant des lianes vertes luisantes couvertes d'épines qui claquèrent violemment vers Kuya. Les lianes s'enroulèrent fermement autour du corps de Kuya. L'homme croyait l'avoir capturé, mais fut totalement stupéfait de voir les lianes disparaître soudainement, laissant Kuya l'esquiver sans le moindre effort. Puis, Kuya leva les doigts. D'une simple chiquenaude sur le front, il le propulsa au loin tandis que le sang giclait dans les airs. Le choc envoya l'homme valser violemment en arrière dans une gerbe de sang. Mugen déclara nonchalamment que tout cela manquait cruellement d'intérêt. Il voulait un spectacle bien plus excitant. Soudain, Mugen sentit quelque chose approcher. Un large sourire s'étira lentement sur son visage lorsqu'il réalisa qu'un gros morceau venait d'arriver. Tamba activa aussitôt sa technique, Pocket. Des portails d'énergie violette s'ouvrirent tout autour de lui. Tamba hurla à Kuya de ne pas s'emballer et le traita d'enfoiré. Puis il déchaîna une pluie de dagues vers lui à une vitesse vertigineuse. Cependant, Mugen eut l'air déçu. Il pulvérisa chaque projectile sans le moindre effort, réalisant que la présence qu'il avait sentie n'était pas du tout Tamba. Tamba le fixa, totalement abasourdi. Puis, en une fraction de seconde, une frappe surpuissante s'abattit violemment sur lui. Son corps alla s'écraser brutalement contre le mur. Plusieurs de ses dents volèrent en éclats avant qu'il ne perde complètement connaissance. Mugen continua de fixer le vide, s'attendant manifestement à voir quelqu'un d'autre. Devant lui se tenait une calamité dont le visage était masqué par des tentacules frétillants. Mugen sourit à pleines dents. Il demanda s'il était venu célébrer sa renaissance, avant de l'appeler ironiquement le grand gaillard. Mugen savait déjà que cette faible calamité était dépourvue de conscience propre, il se demanda donc si elle avait simplement été attirée par son aura. Pendant ce temps, Tamba fixait la scène dans l'incompréhension la plus totale, le sang coulant de son nez. Il n'arrivait pas à croire qu'alors que Kuya devenait soudainement monstrueusement fort, une autre calamité terrifiante faisait aussi son apparition. À cet instant, il se demanda sincèrement s'il n'était pas en plein cauchemar. Mugen s'enflamma et déclara qu'il était enfin temps de passer aux exercices d'échauffement. Au fond de son propre esprit, Kuya s'interrogea sur la véritable nature de ce pouvoir. Il baissa lentement les yeux vers ses propres mains. Puis il se demanda s'il était encore vraiment en vie, car quelques instants plus tôt, son corps était glacé. Mugen se tenait devant la calamité gigantesque et demanda nonchalamment au gamin s'il était encore en vie. Un rictus sinistre s'étirant sur le visage, il demanda une fois de plus à Kuya s'il était vraiment vivant. Puis Mugen commença à s'avancer lentement tout en continuant à discuter avec lui. Un sourire machiavélique apparut sur son visage lorsqu'il dit à Kuya de profiter du spectacle depuis la meilleure place. Une puissance violente afflua dans son corps, faisant se fissurer le sol sous ses pieds. Kuya se demanda ce que Mugen voulait dire et exigea de savoir ce qu'il comptait faire exactement. Se tenant juste devant l'énorme calamité à tentacules, Mugen déclara que ses intentions devraient déjà être évidentes. Puis il évoqua l'incendie d'il y a 6 ans. Kuya se souvint soudain de la vision horrifiante de Mugen se tenant au milieu d'une ville en ruine, des cadavres jonchant les rues. Horrifié, Kuya se demanda si ce cauchemar allait se répéter. Mugen déclara qu'il tuerait d'abord la calamité, et qu'ensuite, il recommencerait à massacrer les humains. Cependant, quelque chose lui fit soudain écarquiller les yeux de surprise. À la seule pensée que le désastre d'il y a 6 ans puisse recommencer, il était hors de question que Kuya laisse faire. Il exigea désespérément qu'on lui rende son corps. Soudain, une énergie d'une violence inouïe parcourut son corps, et Kuya hurla de douleur. Mugen rugit de fureur en exigeant de savoir ce que Kuya avait fait. Sans perdre une seconde de plus, Kuya reprit le contrôle de son corps par la force. Mugen resta là, complètement abasourdi. De son côté, Kuya lui-même avait du mal à croire qu'il était vraiment de retour. La calamité géante se dressait juste au-dessus de lui tandis que Mugen exigeait de savoir ce qu'il avait fait exactement. Mugen le prévint qu'il allait mourir. Il ajouta que si Kuya voulait éviter ce sort, il devait immédiatement échanger sa place avec lui. À cet instant précis, l'attaque de la calamité manqua de le frapper de justesse. Parvenant tout juste à l'esquiver, Kuya leva les yeux, confus. Il remarqua alors une lame déjà logée profondément dans le corps de la calamité, alors il se précipita immédiatement et l'enfonça encore plus. Les tentacules géants attaquaient sans relâche dans toutes les directions,
Mais Kuya se déplaçait à une vitesse incroyable tout en esquivant chaque coup. Mugen ricana après avoir réalisé que Kuya contrôlait à nouveau son corps, mais qu'il utilisait également le pouvoir de Mugen en même temps. Kuya sentait son corps bouger presque par instinct. En même temps, l'attaque de la calamité lui sembla soudain incroyablement lente. Puis, d'un coup de poing puissant, Kuya frappa directement la créature géante. À ce moment-là, il réalisa qu'il pouvait vraiment y arriver, jusqu'à ce qu'un des tentacules s'enroule soudainement autour de sa jambe. Pris totalement au dépourvu, Kuya fut instantanément projeté en arrière. La calamité le tenait la tête en bas dans les airs tandis que ses yeux jaunes luisants le fixaient directement. Se débattant désespérément, Kuya se dit qu'il devait rester concentré. Il se força à ressentir l'énergie qui coulait en lui. Puis une fenêtre de statue apparut soudain devant ses yeux, révélant sa compétence, éveil sans restriction. En même temps, son niveau passa de 8 à un symbole de l'infini. Suspendu dans les airs, Kuya commença à canaliser cette puissance écrasante. Soudain, des faisceaux de lumière jaillirent de l'intérieur même du corps de la calamité. Une énorme explosion retentit vers l'extérieur. Le souffle détruisit la majeure partie du bâtiment. Lorsque tout se calma, Kuya se tenait au milieu des restes de la calamité vaincue. Non loin de là, Tamba gémit de douleur, étendu sur des piles de débris brisés. Kuya n'arrivait pas à croire que le bâtiment tout entier avait été pratiquement détruit. Pendant ce temps, Mugen se demandait ce qui clochait exactement chez lui. Ce moment marqua la véritable rencontre de Kuya avec Mugen, et cette rencontre finirait par inviter d'innombrables batailles futures dans sa vie. Sur le moment, cependant, Kuya n'avait absolument aucune idée. Ailleurs, un jeune homme était assis calmement sur la tête d'une bête gigantesque abattue, murmurant doucement que tout était d'un ennui mortel. Les nouvelles du matin rapportèrent qu'une calamité était apparue la veille dans un bâtiment abandonné de la ville. Le journal télévisé expliquait que la police métropolitaine et le siège des contre-mesures des calamités enquêtaient actuellement sur l'incident. Il fut également annoncé que les Numbers en personne participeraient à l'enquête. Pendant ce temps, des foules immenses s'étaient déjà rassemblées près des lieux dans l'espoir d'apercevoir les Numbers. Regardant les infos depuis sa chambre, Kuya murmura que la situation s'était transformée en un désordre monumental. Il se rappela tout ce qui s'était passé la veille. Il avait fait exploser la calamité et avait pratiquement détruit tout le bâtiment par la même occasion. Kuya inspecta lentement sa main. Puis il vérifia sa fenêtre de statue. Son niveau était retombé au niveau 8, mais il n'avait plus tout à fait l'impression que son corps lui appartenait. C'était comme si une puissance écrasante débordait constamment en lui. Soudain, Kuya remarqua son reflet dans le miroir et se figea de stupeur. Des mèches rouges s'étaient maintenant mêlées à ses cheveux. Il ressemblait à un délinquant et se plaignit aussitôt qu'il détestait ça. À ce moment-là, il réalisa que tout ce qui s'était passé hier avait été bien réel. Son regard se posa alors sur l'énorme cicatrice sur sa jambe, faisant instantanément pâlir son visage. À cet instant précis, la voix de Mugen résonna dans son esprit, lui disant que s'il voulait continuer à rêver, il n'avait qu'à retourner se coucher. Soudain, une énergie sombre commença à tourbillonner tout autour de Kuya. Confus, il regarda autour de lui et demanda où il se trouvait exactement. Mugen le traita froidement d'un sol. Puis il déclara que Kuya se tenait maintenant devant le grand seigneur Mugen en personne. Mugen fit remarquer qu'il était incroyable qu'un simple humain puisse se mettre en travers de son chemin et affirma que Kuya devrait considérer cela comme un honneur. Kuya le fixa d'un regard noir. Après tout, c'était la calamité de classe spéciale Mugen, le même monstre qui avait plongé le monde dans la terreur il y a 6 ans. Kuya lui reprocha de faire ce que bon lui semblait dans le corps d'un humain. Puisque Mugen était censé être une calamité, Kuya exigea de savoir pourquoi il agissait de la sorte en premier lieu. Mugen se contenta de sourire en réponse, puis il répéta la question tout en libérant une brume noire vers Kuya. Des souvenirs de gens hurlant et fuyant désespérément à travers le chaos refirent soudainement surface. Au milieu des décombres et de la destruction, Mugen se dressait tel un cauchemar vivant. Les yeux de Kuya s'écarquillèrent d'horreur. Il s'effondra à genoux, la respiration haletante. Alors que les pensées de Mugen se déversaient directement dans son esprit, Kuya réalisa quelque chose de terrifiant. Mugen ne comprenait que la destruction, le massacre et une soif insatiable de tout consumeur. Malgré cela, Kuya déclara qu'il ne laisserait jamais Mugen faire tout ce qu'il voulait. Il défia Mugen directement, soulignant que de toute façon, ce dernier ne pouvait même pas quitter son corps. Mugen admit que Kuya avait raison. Lui-même ne comprenait pas comment il s'était retrouvé piégé à l'intérieur de quelqu'un comme Kuya, puis un large sourire s'étira lentement sur le visage de Mugen. Il prévint Kuya qu'une fois mort, son corps lui appartiendrait entièrement. Kuya le dévisagea avec détermination tandis que l'énergie sombre tourbillonnait sans fin autour d'eux. Gloussant doucement, Mugen fit remarquer que ce jour n'était plus très loin. Kuya exigea immédiatement de savoir ce qu'il voulait dire par là. Mugen lui demanda pourquoi il pensait que la calamité géante de la veille était apparue en premier lieu. Il révéla que les calamités affluaient naturellement vers Kuya comme des papillons de nuit attirés par les flammes. Mugen décrivit un avenir rempli de cris sans fin, de chaos et de destruction. Selon lui, le monde finirait par devenir un enfer sur terre. Kuya réalisa que les calamités se rassemblaient maintenant autour de lui. Mugen déclara nonchalamment que les calamités faibles d'auparavant ne représentaient aucun défi pour lui. Cependant, tôt ou tard, Kuya finirait inévitablement par être tué par l'une d'entre elles.
Mugen attendait avec impatience le jour où il pourrait enfin prendre le contrôle total du corps de Kuya, mais jusqu'à ce que ce jour arrive, Kuya n'aurait d'autre choix que de continuer à se battre seul. Plus tard, un train fonça à toute allure dans un tunnel sombre. Kuya s'assit tranquillement dans l'un des wagons tout en se demandant comment il était censé continuer à se battre. Il savait qu'il ne pourrait pas s'en remettre éternellement au pouvoir d'une calamité. Pourtant, il comprenait aussi que ce n'était plus un problème qu'il pouvait résoudre seul. Ce n'était plus seulement son problème personnel. C'était devenu une menace pour l'humanité tout entière. Et dans l'esprit de Kuya, il n'y avait qu'une seule personne capable de résoudre un tel problème, Seka Inui. Kuya épingla l'emplacement de l'Association des Numbers sur son téléphone. Il était certain que s'il lui expliquait tout honnêtement, Inui l'aiderait. Finalement, il descendit du train à la station de l'Association des Numbers. Au moment où Kuya posa le pied sur le quai, un groupe de délinquants le remarqua et commença à l'appeler Hachiko. Ils se moquèrent de lui en demandant ce qu'un chien bon à rien comme lui faisait là. Kuya garda le silence. L'un des brutes fit remarquer que Kuya se montrait bien distant avec eux maintenant. Un autre proposa qu'ils s'amusent tous un peu ensemble à la place. Kuya s'excusa précipitamment en expliquant qu'il était pressé. Il demanda poliment s'il ne pouvait pas plutôt remettre ça à plus tard. Un des délinquants se moqua en disant que le petit animal de compagnie de Tamba prenait soudainement de l'assurance. Le chef déclara qu'il devait donner une leçon à Kuya pour venger Tamba. Tout en lui lançant un coup de poing puissant, l'homme ordonna à Kuya de sagement remuer la queue comme d'habitude. Kuya se prépara instinctivement au choc. Cependant, en ne sentant aucun impact, il rouvrit lentement les yeux, confus. Soudain, l'homme hurla de douleur en se tenant le bras. Les autres se ruèrent immédiatement sur Kuya en exigeant de savoir ce qu'il venait de faire. Kuya paniqua et balbutia de s'arrêter. Instinctivement, Kuya tendit les deux mains en avant, et l'un des hommes fut soudainement propulsé directement sur les rails. Kuya s'excusa à la hâte en lui demandant s'il allait bien, mais sorti de nulle part, une calamité apparut soudain près de l'homme sur les rails. Elle ressemblait à un ver gigantesque tapissé de rangées de dents acérées. L'homme se figea de terreur en comprenant qu'une calamité venait d'apparaître. Pendant ce temps, Kuya réalisa immédiatement que Mugen disait la vérité. Les calamités se rassemblaient bel et bien autour de lui. La créature se jeta sur l'homme, forçant Kuya à plonger pour le sauver. Le corps massif de la calamité les projeta tous les deux sur le quai. Kuya contempla avec incrédulité ce qu'il venait de faire. Il se demanda si c'était vraiment lui qui venait de bouger ainsi. La calamité se dressait d'un air menaçant au-dessus d'eux. Kuya se demanda désespérément ce qu'il devait faire à présent. Il doutait sincèrement d'être capable d'affronter une telle chose. Tout près de là, une femme hurla soudain de terreur. D'autres calamités apparaissaient un peu partout dans la gare. À ce moment, les mots de Mugen résonnèrent dans l'esprit de Kuya, et il s'en voulut immédiatement pour tout cela. Dans son imagination, il voyait des humains se faire dévorer par des calamités tout autour de lui. Il se demanda ce qu'il était censé faire dorénavant. Toute sa vie, il avait voulu sauver les gens, pourtant la réalité s'acharnait à lui prouver tout le contraire. Soudain, son regard s'emplit de détermination. Peu importait désormais que ce pouvoir provienne d'une calamité. Un bon à rien des Hachiko comme lui n'avait pas le luxe de faire la fine bouche. Qu'il s'agisse d'un pouvoir accordé par le ciel ou volé à une calamité. Kuya choisit de s'en servir. Il laissa échapper un grand cri en activant ce pouvoir. Une fenêtre de statue apparut devant lui, affichant sa compétence, éveil infini. Son niveau n'indiquait plus de chiffres, mais affichait à la place un symbole d'infini. C'était ça, son pouvoir maintenant. Kuya fonça droit devant, puis il lança un coup de poing dévastateur sur la calamité qui s'apprêtait à dévorer la femme terrifiée. La femme le fixa, complètement sous le choc. Kuya avait déjà pris sa décision. Si Mugen avait l'intention de s'emparer de son corps, alors il utiliserait simplement le pouvoir de Mugen pour lui-même. Il continua d'abattre les calamités les unes après les autres. Les gens regardaient avec incrédulité les corps des monstres exploser en plein vol. De son côté, Mugen remarqua que Kuya avait de nouveau réussi à puiser dans sa puissance. Finalement, cette énergie écrasante finit par s'apaiser. La femme remercia Kuya en larmes d'avoir sauvé tout le monde. D'autres survivants se rassemblèrent bientôt autour de lui, louant sa force tout en le remerciant encore et encore. Quelqu'un cria même que Kuya ressemblait à l'un des Numbers. Pendant ce temps, les deux délinquants restaient figés au sol, totalement sidérés. Cependant, Kuya lui-même demeurait plongé dans ses pensées. Il se souvint d'avoir été moqué toute sa vie comme un vulgaire Hachiko. Et maintenant, il était déterminé à abandonner cette identité pour toujours. Plus important encore, il était résolu à ne pas laisser Mugen prendre le contrôle de son corps. Au même moment, dans un hôpital de la ville, Tamba marmonnait sans cesse le nom des Hachiko. Tamba serra les dents et jura qu'il ne lui pardonnerait jamais. Une infirmière entra dans la chambre et l'informa qu'il avait de la visite. Agacé, Tamba lui hurla dessus, lui rappelant qu'il avait déjà dit de ne laisser entrer personne. Inui le réprimanda immédiatement de parler si brutalement à celle qui s'occupait de lui. Tamba répondit qu'il n'était pas impressionné. Cependant, dès l'instant où il entendit la voix des Inui, Tamba se figea. Il fut choqué de le voir et devint instantanément poli. Inui lui demanda si ses blessures allaient bien après avoir survécu à un tel désastre. Il fit remarquer avec désinvolture que survivre à une calamité de haut niveau faisait peut-être de Tamba quelqu'un de chanceux. La femme qui se tenait à côté des Inui mâchait un chewing-gum tandis que Tamba la reconnut comme un autre membre des Numbers.
Il se demanda pourquoi des personnes aussi importantes venaient soudainement lui rendre visite. Inouï lui expliqua qu'il enquêtait actuellement sur la personne qui avait terrassé la calamité. Il dit à Tamba de parler s'il savait quoi que ce soit. Tamba resta de marbre en entendant le mot terrasser. Cela lui rappela aussitôt la façon dont Kuya s'était battu, ce qui le rendit furieux. Tamba leur hurla d'arrêter de se foutre de lui. Il insista sur le fait que c'était lui qui avait tué la calamité, puis il exigea désespérément que Inouï lui permette de rejoindre les Numbers. Au fond de lui, cependant, il refusait d'admettre que Kuya l'avait réellement sauvé. À la place, il continuait de se persuader qu'il lui était supérieur. Les yeux de la femme brillèrent légèrement tandis qu'elle faisait éclater une bulle de chewing-gum. Inouï le remarqua aussitôt. Après un bref silence, Inouï répondit simplement qu'il comprenait. Puis, avec un doux sourire, il dit à Tamba de se concentrer d'abord sur sa guérison. Il se retourna pour partir, mais Tamba se redressa aussitôt et leur cria d'attendre. Désespérément, il les supplia de ne pas partir et implora encore une fois d'être accepté parmi les Numbers. Pendant ce temps, Inouï et la femme marchaient dans le couloir tout en discutant du fait que Tamba était un véritable raté. Elle fit remarquer qu'il forçait trop pour jouer les durs, alors qu'elle pourrait l'écraser sans le moindre effort. Inouï lui dit de ne pas dire ça, car Tamba était considéré comme une étoile montante. Elle eut l'air choquée en entendant cela et commenta que c'était sans doute la fin du monde. Puis, il évoqua l'autre survivant. Il espérait que leur coéquipier avait plus de chance de ce côté-là. La femme demanda qui avait été envoyé pour rencontrer l'autre survivant. Il répondit que c'était l'étoile montante, le numéro 13. Elle parut surprise et se demanda même si c'était vraiment une bonne idée. Inouï expliqua que si l'adversaire possédait vraiment une capacité de classe spéciale, ils auraient besoin d'un rankeur de niveau égal pour s'en occuper. Sinon, le survivant serait complètement dépassé. Il parlait d'un génie destiné à devenir le plus fort. C'était Kei Kusanagi. Le gratte-ciel massif se dressait en plein centre de la ville. Kuya le fixa avec une admiration totale dès qu'il le vit. C'était l'association des Numbers. Les informations sur les calamités de tout le Japon y étaient rassemblées, et des rankers de chaque région visitaient constamment le bâtiment. Les rankers étaient des guerriers qui gagnaient leur vie en subjuguant des calamités. C'était aussi le quartier général des Numbers, les 10 piliers au-dessus de tous les rankers, ce qui signifiait que Inouï, l'homme le plus fort au monde, s'y trouvait également. Kuya devait trouver un moyen de faire face aux calamités approchantes, mais il n'avait toujours aucune parade contre Mugen, la calamité qui vivait en lui. Si Mugen prenait un jour le contrôle total de son corps, alors Kuya aurait besoin de quelqu'un capable de les tuer tous les deux, et il pensait que Inouï était la seule personne à pouvoir l'accomplir. Avec cette détermination en tête, Kuya pénétra dans le bâtiment. Un groupe de réceptionnistes au visage complètement identique l'accueillit et lui demanda poliment comment l'aider. Pris au dépourvu, Kuya se demanda si c'était une sorte de capacité spéciale ou s'il s'agissait vraiment de clones. En s'approchant du comptoir, il demanda à rencontrer Inouï. La réceptionniste l'informa poliment que Inouï était actuellement absent et lui demanda s'il avait rendez-vous. Kuya avoua que non. Il expliqua qu'il espérait simplement pouvoir le rencontrer directement. La réceptionniste lui demanda alors son nom et son âge. Il se présenta comme étant Kuya Kamikami, 17 ans. La réceptionniste parut surprise car il semblait qu'il n'avait aucune compétence enregistrée dans son dossier. Elle lui fit remarquer que l'enregistrement des compétences était obligatoire pour tous les éveillés. Éviter intentionnellement de s'enregistrer serait même considéré comme un crime. Kuya balbutia nerveusement avant d'admettre que sa compétence ne s'était tout simplement jamais manifestée jusqu'à présent. La réceptionniste comprit enfin la situation et demanda à Kuya d'enregistrer d'abord sa compétence. Elle lui demanda également s'il souhaitait s'enregistrer comme rankeur en même temps. Il accepta, bien qu'il fût rapidement confus par la suite. La réceptionniste le dirigea vers une machine et lui ordonna d'y poser sa main. La machine analyserait sa compétence, et une fois cela fait, son processus d'enregistrement serait terminé. Kuya voulut immédiatement faire marche arrière, mais la réceptionniste lui proposa de lui expliquer ce que signifiait réellement être un rankeur. Dans son esprit, Mugen marmonna que cet endroit était incroyablement ennuyeux. Il compara les gens autour d'eux à des grains de riz. À cet instant, quelqu'un entra dans le bâtiment. C'était Kei. Une puissante aura l'entourait. Mugen remarqua immédiatement sa présence. Pendant ce temps, la réceptionniste continuait d'expliquer que les rankers enregistrés recevaient des classements qui évoluaient en fonction des calamités vaincues et des missions accomplies pour l'association. Elle ajouta que les 10 meilleurs rankers étaient connus sous le nom de Number, des individus possédant à la fois d'immenses honneurs et d'énormes richesses. Elle encouragea Kuya à travailler dur pour devenir un jour l'un d'entre eux. Puis, elle commença à expliquer plusieurs règles importantes. Premièrement, les conflits privés entre rankers impliquant des compétences étaient strictement interdits et entraîneraient de sévères punitions. Kuya se sentait complètement dépassé. Il n'était venu ici que pour demander de l'aide concernant Mugen. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il était soudainement devenu un rankeur lui-même. Il revint vite à la réalité et se rappela que ce n'était pas le moment de s'en réjouir. Il se demanda si c'était vraiment une bonne idée, puisque ce processus risquait d'exposer l'existence de Mugen. Puis la machine annonça que l'enregistrement était terminé. La réceptionniste le félicita d'être officiellement devenu un rankeur. Kuya poussa un discret soupir de soulagement. Ensuite, la réceptionniste lui montra les résultats de l'évaluation de sa compétence et de son rang. Elle trouva quelque chose d'étrange.
Kuya était enregistré au niveau 8, pourtant, aucune compétence ne figurait sur son profil. Intérieurement, Kuya se sentit soulagé. Car si la machine avait affiché quelque chose comme calamité ou mugène, la situation aurait instantanément viré à la catastrophe. La réceptionniste l'informa qu'il devrait examiner ce problème plus en détail. Kuya lui répondit rapidement que ce n'était pas la peine. Soudain, Kei apparut derrière lui et lui demanda s'il était bien Kuya Kamikami. Pris au dépourvu, Kuya se retourna en se demandant qui était exactement cette personne. Une énergie bleue brillait dans les yeux de Kei. Il déclara qu'il fondait de grands espoirs sur Kuya. Dans la seconde qui suivit, une explosion écrasante d'énergie bleue jaillit. L'attaque déchira littéralement la table tandis que la réceptionniste reculait, sous le choc. Kuya esquiva la frappe instantanément et réapparut derrière Kei. Kei parut amusé par sa réaction. Pendant ce temps, Kuya était irrité. Il n'arrivait pas à croire que le sol lui-même avait été éventré. Il lui demanda ce qu'il croyait faire. Kei se demanda simplement si Kuya était vraiment l'élu. Tout le monde devint tendu. L'agitation attira rapidement une foule, les gens se demandant si un combat entre rankers était sur le point d'éclater. Un groupe de réceptionnistes se précipita immédiatement et les avertit que les duels entre rankers étaient strictement interdits. Elles ordonnèrent aux deux hommes de ne pas se battre au sein de l'association. Kei leur lança un regard noir. La réceptionniste se cacha derrière le comptoir tout en criant qu'ils seraient tous les deux punis s'ils continuaient. Pendant ce temps, Kuya observa simplement Kei avec attention. Une goutte de sueur coula lentement sur sa joue. Kei remarqua que Kuya avait réussi à esquiver cette attaque, et pour cette raison, il soupçonna qu'il était peut-être vraiment à la hauteur. Certains reconnurent immédiatement Kei, de rang 13. Cependant, ceux qui ne le connaissaient pas demandèrent s'il était célèbre. Une autre personne répondit que Kei était tout bonnement un vrai cinglé. Ils le décrivirent comme un fou de combat qui cherchait constamment des adversaires puissants. Soudain, l'homme avertit tous ceux qui se trouvaient à proximité de s'éloigner avant de se retrouver pris entre deux feux. Kuya fit face à Kei et lui demanda de s'expliquer sur ce qu'il croyait faire. Il souligna à quel point ses actes étaient dangereux. Kei parut amusé par sa réaction, surtout après avoir entendu dire que Kuya était censé être plus fort que lui. Kuya fut complètement abasourdi par cette déclaration. Un peu plus tôt, dans un bar tranquille, Kei demanda à Inui pourquoi il l'avait fait venir ici. Puis il lui demanda sans détour si Inui avait enfin décidé de l'affronter. Inui répondit calmement par la négative et expliqua qu'il voulait discuter d'autre chose à la place. Il offrit un siège à Kei. Cependant, Kei répondit simplement qu'il s'en allait. Inui lui offrit alors du lait de première qualité à la place. Cela empêcha immédiatement Kei de partir. Il se retourna, revint au comptoir et commença à le boire tout en déclarant qu'il partirait dès qu'il aurait fini. Ce n'est qu'à ce moment-là que Inui lui expliqua enfin qu'il voulait que Kei prenne contact avec un certain garçon. Il se trouvait que ce garçon était la personne qui avait affronté et survécu à la calamité plus tôt dans la matinée. Kei demanda en quoi cela avait de l'importance. Inui expliqua que Kei l'avait aussi ressenti, que la calamité s'était dangereusement rapprochée du niveau de classe spéciale. Par conséquent, si cette calamité avait vraiment été repoussée, alors ce garçon pourrait bien être plus fort que Kei lui-même. Cela laissa Kei complètement stupéfait. Inu voulait savoir si le garçon partageait les mêmes aspirations qu'eux. Il ajouta que si Kei ne voulait pas s'en occuper, il réglerait alors personnellement l'affaire lui-même. Kei demanda immédiatement si Inu avait l'intention de combattre le garçon. Inu répondit calmement que cela dépendrait des circonstances. Kei fronça les sourcils. Il finit le reste de son lait d'une traite. Puis, au moment où il vida son verre, il déclara que ce serait lui qui affronterait Kei. Inui répondit calmement que le moment venu, il accepterait le défi de Kei. De retour dans le présent, Kei vérifia la fenêtre de statut de Koya. Il fit remarquer que les statistiques de Koya semblaient complètement buggées. Quelque chose n'allait manifestement pas chez elle. Koya sentit sa peau le piquer rien qu'à cause de la pression. Comparé à ça, même Tamba n'était rien du tout. La force que Koya ressentait émaner de Kei existait à un tout autre niveau. Kei fit remarquer que si Koya refusait de venir à lui, alors il s'approcherait de Koya lui-même. Il déclencha immédiatement une autre attaque, forçant Koya à l'esquiver de justesse. Koya lui hurla d'arrêter car il n'avait absolument aucune intention de se battre contre lui. Kei le mit au défi d'essayer plutôt de l'arrêter. Koya continua d'esquiver les attaques tout en se demandant désespérément ce qu'il devait faire. Une chose était certaine. S'il perdait le contrôle et se faisait battre, Mugen apparaîtrait. Et c'était la seule issue qu'il voulait absolument éviter. De l'énergie bleue s'accumula dans la paume de Kei, puis il projeta son attaque en avant et ordonna à Kuya de se dépêcher et de révéler enfin son vrai pouvoir. Son bras débordait d'une énergie terrifiante. Il essayait de forcer Kuya à exposer sa véritable force. Kuya réalisa immédiatement à quel point la situation avait empiré. Il se prépara à esquiver. Mais il remarqua soudain un enfant se tenant directement sur la trajectoire de l'attaque. Ses yeux s'écarquillèrent de choc. L'enfant était trop terrifié pour esquisser le moindre geste. Koya hurla à Kei d'arrêter parce qu'il y avait un enfant. Mais Kei ne montra aucune intention de s'arrêter, forçant plutôt Koya à bloquer l'attaque avec ses avant-bras. Une énorme explosion engloutit la zone dans une lumière aveuglante. Quand la fumée se dissipa enfin, Kei se tenait calmement au milieu de la destruction. Il fit remarquer que peu importe comment on voyait les choses, Koya n'était définitivement pas seulement de niveau 8. Pendant ce temps, Koya tenait fermement l'enfant dans ses bras pour le protéger.
Il était furieux contre Kei et exigea de savoir quelles étaient réellement ses intentions. Ce genre de pouvoir était censé vaincre les calamités et protéger les gens. Kei répondit immédiatement que ce n'était pas le cas. Il révéla qu'il se battait simplement parce que c'était amusant. Pour lui, peu importait que l'adversaire soit un humain ou une calamité. Tout ce qui lui importait, c'était de tester les limites de sa propre force. Furieux, Kuya lui cria d'arrêter ses conneries. Il déclara que quelqu'un qui utilisait son pouvoir de manière si arrogante n'était pas différent d'une calamité elle-même. Kei provoqua Koya en lui suggérant d'essayer de le vaincre s'il le pensait vraiment. De l'énergie bleue se condensa en une sphère juste devant Kei. Il s'attendait à ce que Koya fonce vers lui. Koya fut soudainement confus lorsqu'Kei apparut beaucoup plus près que prévu pour l'attaque. Un coup de poing faillit s'abattre sur lui. Kuya se demanda si Kei venait de se téléporter. Puis, Kuya remarqua la posture de Kei. Il réalisa que Kei était sur le point de charger à nouveau. Soudain, Kei réduisit la distance si rapidement que Kuya put à peine esquiver à temps. Il réalisa que son corps lui-même était traîné de force vers K. Puis K asséna un puissant coup de pied. Mugen comprit immédiatement ce qui se passait et trouva toute la situation amusante. Mugen encouragea Kuya à se dépêcher de mourir pour qu'il puisse enfin prendre le contrôle total du corps. Désespéré, Kuya concentra toute sa force dans son poing et lança une contre-attaque. Au même instant, Kei serra le poing alors que de l'énergie bleue s'accumulait autour de celui-ci. Koya fut pris totalement au dépourvu. Au lieu d'être attiré vers Kei cette fois, son corps fut soudain repoussé avec une force violente, le faisant s'écraser lourdement contre un mur. Kei leva l'orbe d'énergie reposant sur sa paume avant de bondir dans les airs. Puis il le projeta directement vers Koya. Il réussit de justesse à esquiver avant d'apparaître derrière Kei. Kei se demanda pourquoi Kuya continuait à faire semblant de se retenir. Cependant, quand il se retourna, il remarqua immédiatement quelque chose de différent. Kuya arborait maintenant une expression extrêmement sérieuse. Il s'élança soudainement en avant. Kuya comprit que la capacité de Kei lui permettait de manipuler ses mouvements tout en tirant des rafales d'énergie dévastatrices. Il n'avait toujours aucune idée du type de compétence dont il s'agissait réellement. Cependant, il remarqua un détail important. Chaque fois que Kei serrait la main, le corps de Kuya était déplacé de force. Grâce à cette déduction, Kuya choisit plutôt de l'engager dans un combat au corps à corps. Il balança un coup de poing directement sur Kei. Des décharges d'énergie explosèrent autour de leurs poings alors que les deux s'échangeaient continuellement des coups. Kei fit remarquer que tout ce que Kuya faisait était incroyablement ennuyeux. Puis il frappa Kuya directement à la mâchoire. Une seconde plus tard, il le frappa du côté opposé. Il attrapa Kuya par la chemise et commença à le frapper à plusieurs reprises sans s'arrêter. Kuya pouvait sentir à quel point Kei était monstrueusement fort, et il comprit rapidement qu'il ne pourrait jamais gagner dans un pur combat à main nue contre lui. Mais même alors, il pouvait encore parler. Il expliqua qu'il avait toujours été connu comme l'inutile Hachiko, mais que maintenant, il allait enfin montrer à tous la personne qu'il était devenu. Il pouvait se battre maintenant, et pour la première fois de sa vie, il croyait qu'il avait vraiment une chance. Il balança un autre coup de poing vers Kei, mais Kei attrapa facilement son poing et lui dit qu'il n'avait absolument aucune chance de gagner. Avec son autre main, Kei condensa une quantité écrasante de puissance. Kuya réalisa instantanément à quel point la situation était critique, puis l'attaque le percuta directement à l'estomac. Une lumière aveuglante consuma toute la zone. Après coup, Kei soupira de déception. Il se plaignit que toute l'expérience avait été affreuse. Il marmonna que Inu l'avait dupé, car ce combat n'était pas amusant du tout. Soudainement, cependant, Kei ressentit une énergie qui le fit immédiatement arrêter de s'éloigner. Une énergie sombre commença à s'échapper du corps de Kuya. Mugen avait repris le contrôle au moment où Kuya avait perdu connaissance. Kei resta là, stupéfait. Mugen le regarda et déclara qu'il s'attendait à ce que Kei le divertisse comme il se doit. Puis Mugen avertit la tête de champignon de se préparer. Mugen éclata d'un rire sonore. Il était ravi que ce soit enfin à son tour de jouer. Kei semblait confus. Il se demandait si Kuya était devenu une toute autre personne. Même si son apparence restait sensiblement la même, Kei voyait bien que l'être face à lui n'avait plus rien d'humain. On aurait dit qu'une toute autre créature avait pris le contrôle. Mugen s'élança brusquement en avant. Les yeux de Kei s'écarquillèrent sous le choc lorsqu'une entaille lui déchira le corps, projetant une gerbe de sang. Pendant un court instant, il a vraiment cru qu'il était mort. Il posa un genou à terre en se tenant le flanc, tandis que Mugen se dressait lentement au-dessus de lui. Mugen fit remarquer qu'il visait d'abord la tête de Kei, mais que ce dernier avait esquivé de justesse à la dernière seconde. Puis il lui demanda s'il pouvait encore se battre, car il sentait exactement la même chose émaner de lui. La joie. Un sourire dément étira lentement les lèvres de Kei. Kei bondit soudainement et lança une nouvelle attaque. Mugen déclara qu'il avait déjà percé le secret de la compétence de Kei. Il devina que cela impliquait la compression, comme le fait de comprimer l'espace lui-même ou la matière. Kei confirma que Mugen avait vu juste. L'énergie se condensa de nouveau dans la paume de Kei. Kei le prévint que si cette attaque le touchait, le mot douloureux ne suffirait pas à décrire les dégâts. Les deux s'affrontèrent de front, leurs pouvoirs s'entrechoquant dans une explosion d'énergie aveuglante. Mugen trouva ça vraiment intéressant, soulignant que les calamités ordinaires ne possédaient pas de telles compétences. Kei fut soudainement pris au dépourvu. Le poing de Mugen s'écrasa violemment sur son visage. L'impact fut si dévastateur que lorsque Kei s'écrasa au sol,
la terre s'effondra sous lui. Mugen déclara que les compétences ne valaient absolument rien face à une puissance écrasante. Il se moqua de Kei en disant que même si une souris se voyait pousser des cornes, un tigre naine tressaillirait jamais. Même étendu au sol, Kei rassembla son pouvoir une fois de plus et le projeta sur Mugen. Le bras de Mugen fut instantanément sectionné. Mugen commenta d'un ton désinvolte que le corps de Kuya appartenait vraiment à une petite souris chétive. Puis son bras se régénéra. Cependant, le bras restauré paraissait désormais monstrueux et inhumain. Kei le dévisagea, sous le choc. Être témoin d'un tel niveau de régénération l'amena à se demander si Kuya était encore humain. Mugen attrapa soudainement Kei par le col avant de le soulever de terre. Une violente explosion de force éclata quand Mugen projeta brutalement Kei contre le sol. Kei, allongé dans les décombres, admit que Mugen était fort. Puis il activa sa compétence, Sanctuaire, Territoire absolu. Une vague d'énergie aveuglante inonda toute la zone lorsqu'il déploya le Territoire absolu. Flottant dans cette lumière écrasante, Kei écarta les bras et fit remarquer que la situation devenait enfin amusante. Un sourire s'étira aussitôt sur le visage de Mugen, qui déclara qu'il allait pousser le jeu encore plus loin. Les deux se jaugèrent du regard, anticipant la prochaine attaque. La foule observait la scène, complètement terrifiée. Pendant ce temps, la réceptionniste les suppliait désespérément d'arrêter de se battre. Soudain, une autre silhouette fit son apparition. Dès que la réceptionniste vit cette personne, elle s'arrêta de pleurer. À cet instant précis, Kei et Mugen s'affrontèrent une fois de plus. Une explosion massive ravagea les environs. La fumée commença finalement à se dissiper. Inui se tenait exactement entre les deux combattants, bloquant leurs deux attaques avec sa propre énergie avant de les repousser de force. Inui exigea de savoir ce qu'il croyait faire. Kei et Mugen restèrent tous les deux stupéfaits. Inui se tenait là, impassible, tandis que plusieurs rankers puissants s'alignaient derrière lui. Chacun d'entre eux arborait une expression sévère. Kei dit à Inui de ne pas s'en mêler. Une femme derrière Inui pointa une arme en forme d'aiguille directement sur Kei et lui demanda si quelqu'un dans son état devait vraiment encore bouger. Le regard perçant de Kei se posa sur elle. Elle lui rendit son regard sans la moindre peur. Inui dit fermement à Kei que ça suffisait. Il le prévint que s'il continuait à se plaindre, il ne s'en tirerait pas à si bon compte non plus. Derrière Inui, les rankers étaient déjà prêts à dégainer leurs armes à tout moment. Mugen fit remarquer que Monsieur Parfait avait enfin daigné se montrer et que ça faisait un bail. Il ajouta nonchalamment que le gamin n'avait pas suffi à le divertir. Il proposa ensuite à Inui de régler enfin leur affrontement d'il y a 6 ans. Il précisa même qu'il se fichait de savoir s'ils décidaient de l'attaquer tous en même temps. Mugen était complètement surexcité. Mais soudain, il claqua la langue de contrariété. Il se plaignit que ce corps était incroyablement frustrant à utiliser. À cet instant, Kuya réalisa qu'il avait repris le contrôle. Son corps faillit s'effondrer au sol, mais Inui le rattrapa avant qu'il ne tombe. Inui posa un regard silencieux sur Kuya et se souvint qu'il était le garçon qui lui avait demandé comment rejoindre les Numbers. Puis, il finit par comprendre. Inui porta Kuya dans ses bras. Cependant, quelqu'un lui ordonna soudainement de s'arrêter. Kei déclara que ce garçon était sa proie et qu'il n'avait aucune intention de le céder. Inui lui demanda calmement de s'écarter. Il expliqua que les Numbers décideraient plus tard du sort de Kuya, ainsi que de la punition de Kei. Kei sembla troublé par cette déclaration. Inui expliqua qu'il voulait seulement confirmer si Kuya était vraiment de leur côté, mais que la situation avait viré au désastre total. Il déclara qu'il s'agissait d'une grave violation du règlement et avertit Kei qu'il en serait tenu responsable. Kei rétorqua d'un ton méprisant que ces règles n'existaient que parce qu'elles arrangeaient les gens comme Inui. Inui répondit que Kei ferait mieux de se dépêcher de rejoindre le camp assez puissant pour imposer ses propres règles aux autres. Sur ce, Inui fit demi-tour et s'éloigna. Kuya reprit lentement connaissance. Il demanda où il était. À sa grande surprise, il se retrouva attaché à une chaise métallique, les mains et le cou fermement immobilisés. Inui se tenait devant lui et déclara calmement, « Alors, tu es enfin réveillé. » Kuya esquissa un faible sourire en le voyant. Inui poursuivit en expliquant que Kuya s'était engagé dans un duel non autorisé entre rankers, causant d'énormes dégâts aux structures environnantes et faisant même des victimes. Par conséquent, Inui déclara que Kuya était condamné à la peine de mort par exécution. Les yeux de Kuya s'écarquillèrent de choc et de terreur. Au quartier général de l'association des Numbers, Kuya Kamikami était ligoté sur une chaise. Il était complètement sous le choc. Une silhouette semblable à la faucheuse apparut devant lui. Inui annonça froidement que l'exécution de Kuya allait commencer et ordonna à Kurusu d'appliquer la sentence. Kuya en resta sans voix. L'homme à lunettes dit calmement à Kuya de ne pas lui en vouloir, car il ne faisait que suivre les ordres. Kuya se dit désespérément qu'il ne pouvait absolument pas faire ça à cause de Mugen qui vivait en lui. Il supplia Inui de l'écouter et hurla qu'il ne devait absolument pas l'exécuter. Il tenta de lui expliquer que s'il mourait, la calamité scellée en lui serait libérée. Pourtant, avant même qu'il ne puisse finir sa phrase, une entaille fendit soudainement l'air. Les chaînes qui retenaient Kuya furent instantanément brisées et tombèrent lourdement sur le sol. Kuya le fixa avec confusion. Inui avait déjà confirmé la vérité par lui-même. Il s'excusa d'avoir été brutal avec Kuya, expliquant qu'il avait besoin que Kuya admette personnellement la vérité avant de pouvoir le prouver correctement. Kuya essaya de dire quelque chose. Cependant, Inui l'interrompit et s'adressa aux caméras de surveillance, leur demandant s'il en avait vu assez.
Il expliqua que les violents accès de rage de Kuya jusqu'à présent avaient tous été causés par la calamité vivant en lui. Puis il demanda s'il avait toujours l'intention de poursuivre l'exécution. Un représentant du gouvernement parlant à travers la caméra déclara qu'il laissait l'affaire entièrement entre les mains des Inouï. Cependant, si un autre incident se produisait, Inouï lui-même en serait tenu pour responsable. Inouï répondit calmement que cela lui convenait, car assumer ses responsabilités était le devoir des adultes. Il ajouta ensuite d'un ton désinvolte que certains adultes semblaient extrêmement désireux d'éviter toute responsabilité. Le fonctionnaire lui rappela que le gouvernement fournissait un budget colossal à l'association des Numbers et leur ordonna de créer rapidement un monde sans calamité. Inouï se contenta de prendre acte de l'ordre par une inclinaison respectueuse. Une fois la réunion terminée, Kurusu se prépara à quitter la pièce. Inouï le remarqua silencieusement. Kuya réalisa enfin que cet homme était Akikyo Kurusu, le numéro 2 parmi les Numbers. Kurusu déclara qu'il était une personne très occupée. Kuya remarqua alors la fille à côté d'eux faisant des bulles de chewing-gum et comprit qu'il s'agissait de Mitsumi Shinome, la numéro 10 des Numbers. Il fut stupéfait de voir 3 membres des Numbers réunis dans la même pièce. Kurusu fit remarquer que même la plus infime des incertitudes devait toujours être éliminée. Il exprima fermement sa conviction que le garçon devait tout de même être exécuté. Sur ce, il ferma doucement la porte derrière lui. Mitsumi fit claquer sa langue et se plaignit que Kurusu était bien trop imbu de lui-même. Inouï prit sa défense en soulignant que Kurusu avait quand même joué le jeu de sa petite comédie et avait même utilisé ses compétences pour l'aider. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'il l'appréciait. Il remercia Mitsumi d'être restée, mais elle annonça aussitôt qu'elle partait elle aussi. Après cela, Inouï reporta son attention sur Kuya Kamikami. Inouï fit remarquer que c'était déjà la 3e fois qu'il sauvait Kuya. Il s'excusa de ne pas l'avoir reconnu plus tôt. Kuya fut stupéfait que Inouï se souvienne de lui. Kuya demanda alors comment Inouï avait deviné qu'une calamité vivait en lui. Inouï affirma qu'il avait tout simplement un très bon odorat et que Kuya portait l'odeur d'une calamité. Kuya parut choqué par cette réponse. Inouï évoqua également les changements radicaux dans l'apparence et la personnalité de Kuya. Il déclara que cela ne se produisait manifestement pas par la propre volonté de Kuya, et qu'il refusait de croire qu'il s'agissait d'une simple compétence. De plus, quand Inouï avait rencontré Kuya la veille, il ne sentait pas du tout la calamité. Et comme par hasard, Kuya était également présent au bâtiment abandonné de Shibuya lorsque la calamité était apparue pour la première fois. En prenant tous ces détails en compte, Inouï en avait conclu qu'une calamité interférait d'une manière ou d'une autre avec Kuya, bien qu'il admît n'être qu'à moitié convaincu, car la situation en elle-même était sans précédent. Puis il demanda à Kuya de tout lui raconter. Il promit à Kuya qu'il était de son côté. En entendant ces mots, une douce chaleur envahit la poitrine de Kuya. Des larmes lui montèrent aux yeux. Après tout ce qui s'était passé, il était soulagé de rencontrer enfin Inouï qu'il admirait tant. Il était sincèrement heureux d'être venu ici. Kuya avoua qu'une calamité résidait véritablement à l'intérieur de lui. Il expliqua que plus tôt dans la journée, il avait été attaqué par l'une d'elles dans le métro. Par la suite, d'autres calamités s'étaient rassemblées autour de lui. Inouï mentionna avoir entendu dire que Kuya les avait toutes exterminées. Kuya reconnut qu'il semblait capable d'utiliser une partie de la puissance de la calamité. Kuya se souvint alors de la chose importante qu'il voulait initialement lui dire. Il s'apprêtait à lui avouer lorsqu'une créature menaçante fit soudain irruption dans la pièce. Un homme vêtu d'un manteau de fourrure apparut. Il salua Inouï avant de lui demander depuis quand exactement la ville était devenue une sorte de point de rassemblement pour les calamités. Il glissa nonchalamment qu'il en avait déjà tué 3 en venant ici. Puis il fit remarquer que la pièce elle-même empestait aussi la calamité. Son regard se posa immédiatement sur Kuya, et il sut à l'instant même que c'était de lui que venait cette odeur. À la fraction de seconde suivante, il lança une attaque sur Kuya. Sous la violence du choc, Kuya vomit instantanément sur le sol. Inouï s'inquiéta pour lui. Il exigea de savoir ce que Taiyo croyait faire. Inouï lui ordonna de bien regarder, car Kuya était encore humain. Kuya reconnut immédiatement l'homme. C'était Taiyo Tsunraji, le numéro 4 des Numbers. Taiyo comprit rapidement que Kuya était le prétendu gamin calamité qui était censé avoir été condamné à mort. Il demanda pourquoi le garçon était toujours en vie. Inouï répondit calmement qu'il avait décidé de l'épargner. Taiyo lui demanda aussitôt si ce n'était encore qu'une des décisions unilatérales des Inouï. Il souligna que des affaires aussi importantes étaient censées être discutées conjointement par tous les Numbers. Inouï le corrigea, précisant que les Numbers réunis avaient déjà pris leur décision. Il ajouta que s'il devait attendre après des gens peu fiables comme Taiyo, absolument rien ne serait jamais décidé. Il avoua même qu'il était honnêtement surpris que Taiyo ait seulement pris la peine de se pointer. Taiyo prit ses paroles comme une autorisation de donner son opinion. Il déclara sur le champ la peine de mort pour le sale gosse qui puait la calamité. Puis il fonça à nouveau en annonçant que l'exécution aurait lieu ici et maintenant. Kuya regarda Taiyo foncer droit sur lui. L'attaque provoqua une gigantesque explosion. Kuya se prépara simplement au choc. Cependant, lorsqu'il rouvrit lentement les yeux, il fut choqué de voir Taiyo plaqué au sol, Inouï lui tordant le bras dans le dos. Inouï déclara fermement que la décision avait déjà été prise. Taiyo se libéra violemment avant de crier avec rage à Inouï de ne pas le prendre de haut. Il accusa Inouï d'avoir toujours agi de la même manière depuis le début, souriant en permanence tout en prenant la moindre décision importante tout seul. Inouï lui dit calmement d'écouter attentivement.
Il expliqua que leur but ultime était de gagner la guerre contre ces calamités qui apparaissaient sans fin, afin de restaurer le monde pacifique que l'humanité possédait autrefois. Il insista sur la valeur que pourrait prendre l'existence de Kuya, grâce à sa capacité unique de coexister et de communiquer avec les calamités. Inui suggéra que Kuya pourrait un jour devenir la lumière capable de tout résoudre. Taiyo se moqua de cette idée. Il demanda comment un être qui semblait incarner toutes les faiblesses de ce monde pourrait un jour devenir l'espoir de l'humanité. Kuya s'avança et admit qu'il n'avait rien de spécial. Il avoua qu'il avait de son plein gré laissé une calamité pénétrer dans son corps, et qu'honnêtement il n'avait aucune idée de ce qui pourrait lui arriver. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle il était venu ici, car il ne pouvait plus gérer tout cela tout seul. Puis il fit une requête des plus sérieuses à Inui. Il lui demanda, au cas où il serait un jour totalement possédé par la calamité et recommencerait à blesser des innocents, de le tuer en même temps qu'elle. Kuya inclina profondément la tête. Taiyo sembla sincèrement surpris par ces paroles. Même Inui en resta bouche bée quelques instants. Finalement, Inui tapota doucement la tête de Kuya en remarquant que le simple fait d'être capable de prononcer ces mots prouvait déjà sa véritable force. Avec un sourire chaleureux, Inui dit à Kuya de s'en remettre entièrement à lui, promettant de faire l'impossible pour empêcher un tel avenir de se réaliser. Kuya en fut profondément ému. Taiyo demanda à Inui s'il avait sérieusement l'intention de devenir ami avec les calamités. Il rejeta catégoriquement les idéaux des Inui, et le garçon qui se tenait devant lui. Il croyait fermement que chaque calamité devait être exterminée. Sinon, l'humanité n'aurait jamais d'avenir. Inui fit remarquer qu'il était vraiment difficile de se faire comprendre des gens. Kuya ne put répondre que par un petit rire. Inui déclara ensuite qu'il ne servait à rien de lui donner de faux espoirs, il décida donc de lui dire directement la vérité. Kuya ne pourrait plus jamais retrouver son ancienne vie. À partir de ce moment, Kuya accompagnerait l'un des Numbers. Kuya répondit qu'il s'était déjà préparé à quelque chose comme ça, bien qu'il ait vite été pris de court par la suite. Inui lui expliqua que les Numbers étaient un groupe rempli d'excentriques, ce qui signifiait que Kuya aurait certainement du mal à les gérer. Puis, Inui observa attentivement Kuya pendant un instant et déclara calmement que quelque chose chez lui n'allait tout simplement pas. Plus tard, Kuya enfila un uniforme tout neuf. C'était l'uniforme officiel de l'association des Numbers distribué aux candidats. Inui voulait que Kuya le porte, et ce dernier déclara haut et fort qu'il le garderait pour toujours sans jamais l'enlever. Inui s'excusa de ne pas avoir répondu à la question de Kuya sur la façon de devenir un Number. Il lui expliqua qu'il n'avait pas atteint le sommet par le seul fruit de ses efforts. Il y était parvenu grâce à ses résultats, obtenus en battant plus de calamités et en sauvant plus de gens que quiconque. Puis il dit à Kuya d'obtenir lui aussi des résultats et de prouver qu'il pouvait devenir plus utile à l'humanité que quiconque. Kuya cria immédiatement un oui plein d'énergie et de détermination. Cette nuit-là, Kuya reçut un SMS des Inui l'informant qu'une calamité était apparue et que pour cette mission, il accompagnerait l'enfant terrible des Numbers, le numéro 4, Taiyo. Bien que Kuya ait déjà compris à quel point Taiyo était difficile après l'avoir rencontré la veille, il fut encore plus surpris en faisant des recherches sur lui. Durant ses années d'études, Taiyo avait été renié par ses parents et avait gravi les échelons du succès uniquement grâce à ses propres capacités. Aujourd'hui, il gérait des bars à hôtesses, des clubs d'hôtes et des restaurants dans toute la ville. Il portait le titre d'empereur de la nuit. Lorsque Kuya arriva enfin sur les lieux de la mission, Taiyo l'accueillit en lui disant qu'il était ravi qu'il ait réussi à venir. Car si Kuya était arrivé ne serait-ce qu'une seconde plus tard, Taiyo l'aurait déjà tué. Surpris, Kuya l'interpella immédiatement par son nom. Cependant, Taiyo fonça soudainement droit sur lui en déclarant qu'il avait toujours l'intention de le tuer de toute façon. Taiyo le traita de calamité. Kuya était sous le choc. Il parvint de justesse à esquiver l'attaque. Malgré tout, le coup l'écorcha. Kuya dit désespérément à Taiyo d'attendre. Au fond de lui, il se demandait si Taiyo le détestait à cause de la calamité qui vivait en lui. Cependant, Taiyo lui révéla que la vraie raison était que Kuya n'arrêtait pas de remuer la queue derrière Sekai Inui. Cela troubla complètement Kuya. Il se souvint des disputes incessantes entre Taiyo et Inui la veille et commença à se demander quel genre de passé les liait. Taiyo déclara alors que même si Inui avait décidé d'épargner Kuya, lui ne le reconnaîtrait jamais tant qu'il ne l'aurait pas jugé de ses propres yeux. Il restait 15 minutes avant l'apparition de la calamité. Taiyo exigea de Kuya qu'il prouve sa valeur. Sinon, il le tuerait sur le champ. Kuya fit remarquer que les duels non autorisés entre rankers étaient interdits et se demanda ce que Inui en penserait s'il voyait cela. Taiyo balaya complètement la mention des Inui, car il n'avait aucune intention de lui obéir. Il déclara avec audace qu'il était lui-même la règle. Il restait 14 minutes. Taiyo demanda à Kuya s'il avait vraiment le temps de rester planté là à bavarder. Kuya y réfléchit attentivement. Puis, réalisant qu'il ne pouvait pas se permettre de mourir ici, il se prépara au combat. Il déclara qu'il deviendrait l'adversaire de Kuya. Pendant ce temps, au siège de l'association des Numbers, Inui était plongé dans ses pensées. Mitsumi se demanda s'il était vraiment judicieux d'envoyer Kuya en mission si tôt. Elle craignait que de mettre Kuya en duo avec Taiyo pendant 2 jours de suite ne finisse que par le faire tuer. Inui répondit que ce n'était pas lui qui décidait des affectations. Malgré cela, il pensait que Taiyo était un adulte responsable et qu'il saurait où tracer la limite. Il ajouta qu'il était personnellement très intéressé par le potentiel de Kuya. Mitsumi demanda si c'était à cause de la calamité qui vivait en lui.
Inouï répondit que non. Il lui expliqua que ce qui l'intéressait vraiment, c'était Kuya lui-même, le fait qu'il n'ait pas encore été complètement consumé par la calamité. Inouï fit remarquer que Kuya semblait cacher quelque chose de spécial, même s'il ne s'en était pas encore rendu compte. De retour sur les lieux de la mission, Kuya décocha un puissant coup de poing à Taiyo. Taiyo esquiva calmement l'attaque, puis il contre-attaqua aussitôt. Kuya comprit instantanément à quel point le coup était douloureux. Taiyo était d'une force incroyable, et Kuya parvenait à peine à le suivre. Malgré tout, Kuya pensait qu'il pourrait encore réussir à placer une contre-attaque d'une manière ou d'une autre. Il pensa pouvoir tenir le coup, jusqu'à ce que son corps commence soudainement à lui paraître étrange. Kuya baissa les yeux sur les coupures qui couvraient ses bras. Taiyo se moqua de lui. Puis il lui révéla que sa capacité impliquait des toxines et du poison. Une fenêtre de statue apparut devant Kuya, révélant que le niveau de Kuya était de 8100. Kuya s'effondra au sol en se tordant de douleur. Kuya sourit en regardant Kuya souffrir. Il s'attendait à ce que le moindre mouvement fasse subir à Kuya une agonie insoutenable. Soudain, le système notifia Kuya de sa compétence, éveil infini. Puis, l'affichage de la compétence devint subitement vide. Les yeux de Kuya changèrent et commencèrent à briller d'une lueur bleue. Taiyo lui révéla que sa compétence s'appelait toxine. En termes simples, il contrôlait le poison lui-même. Le poison libéré par son corps détruisait les nerfs, les muscles et chaque cellule qu'il touchait. D'un ton moqueur, il demanda à Kuya si ça faisait mal. Taiyo ricana et affirma que la douleur devait être si insoutenable que Kuya ne pouvait même plus bouger le petit doigt. Il marcha directement sur la poitrine de Kuya et fit froidement remarquer que le jugement des Inouï ne valait vraiment rien. Selon lui, il était impossible que quelqu'un comme Kuya devienne un jour l'espoir de l'humanité. Il demanda ensuite au sale gosse de la calamité s'il avait de dernières paroles. Cependant, après avoir remarqué que Kuya ne pouvait même pas parler car sa trachée était bloquée, Taiyo lui dit simplement de mourir en silence comme ça. Alors que Taiyo se retournait pour partir, Kuya le prévint soudain de ne pas insulter Inouï. Taiyo s'arrêta immédiatement, surpris. Kuya déclara faiblement que la douleur n'était pas nouvelle pour lui, car il avait déjà connu bien assez de souffrance dans sa vie. Pour lui, ce niveau de douleur n'était rien. Puis, Kuya se força lentement à se remettre sur ses pieds. Taiyo le fixa avec une incrédulité totale. Le poison aurait dû être assez puissant pour tuer instantanément même un éléphant. À ce moment-là, il réalisa que ce gamin était définitivement anormal. Taiyo répéta les paroles précédentes de Kuya sur le fait de ne pas insulter Inouï. Il insista sur le fait qu'il ne disait que la vérité, car personne d'autre ne comprenait la véritable nature sombre des Inouï. Kuya lui cria de se taire. Il déclara que Inouï était la toute première personne à avoir jamais reconnu son existence, c'est pourquoi il ne tolérerait jamais que quiconque l'insulte. Taiyo prévint Kuya qu'une telle foi aveugle était dangereuse. Soudain, il activa une technique connue sous le nom de neige de Pluton, cendre de la mort. De fines particules blanches commencèrent à tomber lentement du ciel. Kuya eut l'air confus en regardant cette neige. Puis, surgissant de nulle part, des oiseaux moururent soudainement en plein vol et s'écrasèrent au sol. Kuya resta là, abasourdi. Ce n'est qu'à cet instant qu'il réalisa que la neige elle-même était empoisonnée. Du sang se mit aussitôt à couler de ses yeux. C'était une chute de neige mortelle qui fauchait les vies sans pitié. Cela ressemblait à s'y méprendre à une arme de destruction massive. Et pour Taiyo, cette force destructrice écrasante représentait le véritable pouvoir des Numbers. Kuya s'effondra face la première dans une mare de son propre sang, tandis que Taiyo expliquait calmement qu'aucune créature vivante n'avait jamais survécu à cette attaque auparavant. Il avait enterré d'innombrables calamités en utilisant cette même compétence. Taiyo se plaignit amèrement que tout le monde ne faisait que louer Inouï, tout en qualifiant ses propres capacités de dangereuses et incontrôlables. Il ajouta que Inouï gardait constamment tout sous un contrôle strict et imposait des restrictions à tous ceux qui l'entouraient. Même Taiyo lui-même ne faisait pas exception. Puis Taiyo jeta un nouveau regard vers Kuya et se demanda immédiatement pourquoi il tenait encore debout. Apparemment, Kuya s'était d'une manière ou d'une autre déplacé derrière lui. Taiyo se demanda si Kuya possédait une résistance au poison ou si son corps produisait des anticorps et se détoxifiait en temps réel. Finalement, il en conclut qu'aucun humain normal n'aurait dû être capable d'une telle chose. Il se demanda si ce pouvoir venait de la calamité qui vivait en Kuya ou de toute autre chose. Un écran de statue apparut soudainement. Il identifia Kuya Kamikami avec aucune compétence, niveau 8, et le rang d'éveil. Le plus suspect était le fait qu'il n'y avait toujours aucune compétence répertoriée. Kuya déclara fermement qu'il ne céderait plus jamais son corps à Mugen. Avec une détermination intense brûlant dans ses yeux, il cria qu'il ne pouvait absolument pas mourir ici. Taiyo sourit sauvagement et fit remarquer que Kuya était la toute première personne à s'être relevée après avoir été empoisonné par lui. Il s'exclama que l'existence même de Kuya était complètement dingue. Les deux s'affrontèrent immédiatement à nouveau, et leur combat s'intensifia rapidement. À cet instant précis, le compte à rebours atteignit enfin 0. Un portail se fracassa soudainement, puis une créature bleue grotesque se manifesta devant eux. Kuya et Taiyo tournèrent instantanément leur attention vers le monstre et lui hurlèrent de dégager de leur chemin. Les deux se déplacèrent à une vitesse explosive et transpercèrent la créature de part en part. Une onde de choc massive explosa dans les environs. Quelques secondes seulement après avoir tué la calamité, ils foncèrent à nouveau l'un vers l'autre en libérant des vagues d'énergie brûlante. Poussant un cri féroce, ils lancèrent leurs poings l'un contre l'autre. Cependant,
une annonce retentissante résonna soudain dans la zone. Le message d'urgence informait tous les résidents à proximité que la calamité avait déjà été maîtrisée avec succès et que la zone de restriction était officiellement levée. L'annonce se répéta encore une fois. Tayo semblait déçu. Il reconnut que Kuya avait réussi à survivre face à lui. Contre toute attente, Tayo invita Kuya à venir travailler sous ses ordres à la place. Kuya fut complètement pris au dépourvu par cette proposition. Cependant, il refusa. Il choisit plutôt d'accorder sa confiance à Inui. Tayo répondit simplement que cela n'avait aucune importance de toute façon. Il souligna seulement qu'il avait déjà prévenu Kuya. Puis il s'éloigna tranquillement. Kuya réfléchit et se dit qu'au final, il n'avait toujours pas découvert la vérité derrière tout ça. Il continuait à se demander ce qui se passait exactement avec Inui. À partir de ce jour, le numéro 4, Kozuki Tayo, ne fut plus reconnu comme l'un des Numbers, et on finit par perdre sa trace. Inui reçut les nouvelles concernant Tayo. Inui s'excusa et admit qu'il n'aurait jamais imaginé que Tayo agirait de cette façon. Il s'en voulut de ne pas avoir prévu ce qui allait se passer. Cependant, Kuya lui dit immédiatement qu'il n'avait pas à s'excuser pour tout ça. Inui répondit que les erreurs commises au sein de leur organisation restaient en fin de compte leur responsabilité. Ensuite, en tant que grand frère de Tayo, il s'excusa une fois de plus. Kuya se figea, complètement sous le choc après avoir appris qu'il était en réalité frère. Inui demanda d'un ton désinvolte s'il n'avait jamais parlé auparavant. Puis il confirma calmement que Tayo et lui étaient bel et bien frères. Kuya souligna que l'information n'avait même jamais été révélée publiquement, pas même aux propres fans des Inui. Inui répondit que personnellement, cela ne le dérangeait pas de le rendre public, mais qu'il pensait que Tayo aurait détesté ça. Il admit qu'il n'avait jamais vraiment réussi à comprendre son petit frère et se qualifia amèrement de raté en tant que grand frère. Puis Inui demanda si Tayo avait dit quoi que ce soit à son sujet pendant la mission. Kuya se souvint que Tayo avait parlé de la nature sombre et cachée des Inui, et qu'il l'avait même invité à travailler sous ses ordres. Mais à la fin, Kuya répondit simplement que Tayo n'avait pas vraiment dit grand-chose. Inui accepta calmement la réponse avant d'informer Kuya qu'il avait réussi à maîtriser la calamité et à accomplir la mission. Puis, avec un sourire apaisant, il invita Kuya à rentrer à la maison. Kamikami se tenait devant le bâtiment de son école et réalisa silencieusement que cela faisait longtemps qu'il n'y était pas retourné. Plus tôt, Inui lui avait ordonné de retourner à l'école. Kuya hésita et souligna que cela pourrait être dangereux, car les calamités se rassemblaient naturellement autour de lui désormais. Inui demanda si c'était vraiment une raison pour éviter d'y aller, d'autant plus que Kuya devait encore régler les formalités de départ et récupérer ses affaires. Puis il demanda si Kuya ne voulait vraiment pas rencontrer ses professeurs ou dire au revoir à ses amis. Il rassura Kuya en lui disant qu'il s'occuperait personnellement de tous les préparatifs, pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter de l'apparition de calamités. Inui ordonna ensuite à Shizuka de tout préparer. Shizuka lui assura avec confiance qu'elle s'occuperait correctement de tous les préparatifs. Inui dit simplement à Kuya de profiter de son dernier jour d'école. Debout seul aux portes de l'école, Kuya se dit que Inui était sincèrement quelqu'un de bien. Cependant, personnellement, il n'avait pas beaucoup de bons souvenirs liés à l'école. Soudain, quelqu'un cria son nom derrière lui. Surpris, Kuya se retourna et vit le professeur Okabe. Kuya se souvint immédiatement comment Okabe l'avait un jour qualifié de raté et de honte pour l'école, lui ordonnant même de tout recommencer depuis le début. Le professeur avait l'air sur le point de dire quelque chose, mais Kuya lâcha soudain des excuses pour son absence injustifiée. Contre toute attente, le professeur éclata de rire et dit que ce n'était pas un problème du tout. Il ajouta même que Kuya était devenu la fierté de l'école. Kuya resta là, complètement abasourdi. Les autres élèves le remarquèrent bientôt eux aussi et le reconnurent immédiatement comme le candidat des Numbers. Tout excités, ils s'écrièrent qu'il était le fameux candidat des Numbers qu'il avait vu aux informations. Ils racontèrent comment Kuya et Kozuki Tayo avaient anéanti avec succès une calamité ensemble. Kuya n'avait absolument aucune idée de ce dont il parlait. Il fit rapidement une recherche en ligne et confirma que la nouvelle était bien réelle. Une foule se rassembla instantanément autour de lui et commença à poser un nombre incalculable de questions sur les Numbers. Kuya répondit qu'il avait personnellement rencontré Inui, ce qui rendit immédiatement tout le monde encore plus surexcité. Puis, soudainement, quelqu'un se fraya brutalement un chemin à travers la foule. Un homme fixa Kuya d'un air furieux et exigea de savoir s'il était cet enfoiré de Hachiko. Kuya le reconnut comme l'un des hommes de main de Tamba et mentionna prudemment qu'il avait entendu dire que Tamba était actuellement hospitalisé. L'homme n'y prêta pas attention et dit à Kuya de ne pas parler de quelqu'un qui n'était même pas là. Puis, son attitude devint soudainement amicale lorsqu'il dit à Kuya qu'il était incroyable maintenant. Alors ça ne lui semblait plus normal de l'appeler Hachiko. Il murmura doucement qu'il était en fait un grand fan de Mitsumi et demanda à Kuya s'il pouvait, d'une manière ou d'une autre, obtenir son autographe pour lui. Kuya répondit qu'il essaierait puisqu'il l'avait déjà rencontré auparavant. L'homme devint extrêmement excité en entendant cela. Kuya se sentit complètement dépassé par ce soudain changement de comportement à son égard. Plus tard, il assista au cours et discuta tranquillement avec ses camarades de classe. Puis il participa aux activités sportives et, étonnamment, il s'en sortit très bien. Il a même déjeuné avec ses amis. Pour la première fois, il a réalisé que l'école était vraiment amusante. En repensant à tout ça, Kuya s'est rendu compte que même s'il n'avait jamais vraiment aimé l'école,
c'était le seul endroit où il s'était jamais senti à sa place. Et maintenant, il ne pourrait plus jamais retourner à cette vie ordinaire. Soudain, un véhicule noir s'est arrêté dans un crissement de pneus juste devant lui. Kuya et les autres l'ont fixé sous le choc. Shizuka est sortie de la voiture et l'a informé qu'elle était venue le chercher. Elle a expliqué que Inouï l'attendait actuellement au quartier général des Numbers pour une affaire urgente. Kuya l'a immédiatement reconnue comme étant la secrétaire des Inouï. Puis, en un clin d'œil, la voiture a filé à toute allure. Ses camarades de classe ont regardé avec admiration tout en commentant à quel point tout ça avait l'air cool. De retour au quartier général des Numbers, Inouï a chaleureusement accueilli Kuya et lui a demandé comment s'était passée l'école. Kuya avait l'air un peu mal en point, mais il a vite répondu que ce n'était rien de grave. Ensuite, il a mentionné comment tout le monde le chouchoutait soudainement, chose qui aurait été impossible avant l'incite de la calamité. Il a avoué que ce sentiment était étrangement complexe. Inouï a fait remarquer que Kuya était toujours aussi pessimiste. Il a ajouté que s'il était à la place de Kuya, il accepterait probablement ce pouvoir comme sa propre capacité. Kuya a immédiatement bombé le torse en affirmant que c'était bel et bien sa capacité, et sa réaction exagérée les a fait rire tous les deux. Ensuite, Inouï a expliqué que Kuya continuerait d'accompagner les Numbers à partir de maintenant. Il l'a prévenu que les Numbers étaient remplis de personnes encore plus excentriques que Taiyo, ce qui signifiait que les galères de Kuya ne faisaient que commencer. Puis Inouï a demandé si Kuya pourrait vraiment tous les suivre, ce à quoi Kuya a répondu oui avec assurance. Kuya a ensuite posé des questions sur la situation d'urgence. Inouï a jeté un coup d'œil à Shizuka et lui a demandé de tout expliquer à sa place. Shizuka a informé Kuya qu'il allait d'abord étudier un peu avant d'aborder le sujet principal. Elle a expliqué que les calamités provenaient d'un autre monde, et que plus une calamité était puissante, plus elle mettait de temps à être complètement transférée dans leur monde. Après avoir remarqué la réaction de Kuya, elle a demandé quel était le problème. Kuya a répondu d'un ton désinvolte que le dessin qu'elle avait utilisé était mignon. Shizuka a immédiatement rougi et lui a dit précipitamment de se concentrer. Elle a continué en expliquant que pour les transferts de portail de niveau avancé ou supérieur, le temps de transfert restant apparaîtrait sous forme de compte à rebours visible. Le mécanisme de base était simple. Une fois le chiffre arrivé à 0, une calamité se manifestait. Passant au sujet qui les intéressait, Shizuka a demandé si Kuya avait entendu parler du portail apparu à Yokohama. Kuya a confirmé qu'il l'avait vu aux informations. C'était un portail mystérieux d'où absolument rien n'était sorti. Shizuka a expliqué qu'il avait d'abord été classé comme un portail avancé en raison de son temps de transfert. L'association avait donc posté des individus de haut rang à proximité en prévision de calamités de niveau avancé. Cependant, même une fois le compte à rebours arrivé à 0, rien n'est sorti du portail. À cause de cela, l'association a continué à le surveiller de près. Mais quelques instants plus tôt, il y avait enfin eu du mouvement à l'intérieur du portail. Kuya a tout de suite demandé si une calamité en était sortie. Mais au lieu d'un monstre, c'est une brume noire qui s'en est échappée. Kuya a réagi en étant complètement sous le choc. Shizuka a expliqué que tous les systèmes de communication et les signaux radio dans les environs avaient été complètement brouillés. Comme la visibilité dans la brume était presque inexistante, personne ne savait ce qui se passait réellement dans la zone. Inouï a ajouté qu'il y avait beaucoup trop peu de cas similaires pour pouvoir analyser correctement la situation. Par précaution, ils ont décidé d'envoyer les Numbers au cas où une calamité de classe spéciale finirait par apparaître. Cela signifiait que Kuya, aux côtés des Numbers, se rendrait immédiatement sur place pour enquêter sur la zone et secourir les membres de l'équipe piégés à l'intérieur. Leur mission était de sceller le portail lui-même. Kuya s'est demandé silencieusement si sceller un portail était vraiment possible. Cela ressemblait à une mission incroyablement difficile. Cependant, les Numbers possédaient des spécialistes en scellement de portail, et ces individus se dirigeaient déjà vers le site. Soudain, quelqu'un a fait irruption dans la pièce. Un homme a trébuché à l'intérieur, couvert de sang et s'appuyant lourdement sur une béquille. Il s'est excusé auprès des Inouï et a prétendu que la calamité avait eu raison de lui, l'empêchant de poursuivre la mission. Haletant bruyamment, il a déclaré qu'il leur laissait le soin de s'occuper du reste. Kuya en est resté bouche bée, puis l'homme s'est effondré sur le sol. Kuya a immédiatement reconnu l'homme blessé comme étant Sasaraji, l'un des Numbers. Il a crié d'urgence pour que quelqu'un appelle les secours immédiatement. Cependant, Kuya s'est senti confus en remarquant l'expression totalement sereine des Inouï. Inouï a simplement dit à Sasaraji d'arrêter de faire l'idiot parce qu'il faisait tout un drame comme ça à chaque fois. Kuya a fixé la scène avec confusion. Sasaraji a poussé un profond soupir de fatigue. Puis soudain, il s'est relevé en parfaite santé, comme si de rien n'était. Kuya était complètement abasourdi. Sasaraji n'avait en fait jamais été blessé du tout. Il a simplement marmonné que tout était chiant. Puis il a regardé Kuya et lui a demandé qui il était exactement. Il a mentionné que le visage de Kuya lui semblait étrangement familier. Puis d'un coup, il s'est souvenu. Sans crier gare, Sasaraji s'est mis à s'agiter de manière dramatique sur le sol. Il s'est plaint que même penser, se tenir debout ou s'asseoir demandait trop d'efforts. Puis il a demandé une nouvelle fois qui était censé être ce gamin. Kuya s'est présenté correctement. Dès que Sasaraji a entendu ce nom, il a immédiatement compris qu'il s'agissait de la personne dont l'association parlait tant. Il leur a tout de suite dit de ne pas l'entraîner dans ce pétrin, car ça lui semblait beaucoup trop galère à supporter.
Sasaragi a ensuite demandé à Inui ce qui se passait exactement et s'il était censé se rendre à Yokohama maintenant. Inui l'a calmement assigné à la mission. Sasaragi accompagnerait Kuya pour sceller le portail tout en lui apprenant tout ce qu'il devait savoir. Kuya a semblé complètement surpris par cette décision. Cependant, Sasaragi avait l'air encore plus choqué que lui, et sa réaction s'est traduite par une très longue plainte confuse. Il a immédiatement refusé. Il a exigé de savoir pourquoi il devait accepter une mission aussi incroyablement pénible. Inui lui a dit calmement d'arrêter de pleurnicher et a expliqué que guider les candidats faisait partie des fonctions officielles des Numbers. Paniqué, Sasaragi a répliqué que guider quelqu'un impliquait qu'il doive réellement penser par lui-même et prendre des décisions personnellement. Puis il a continué à se rouler par terre en piquant une vraie crise, parce que tout ça lui paraissait demander beaucoup trop de travail. Complètement sidéré, Kuya s'est demandé quel était le problème de ce type. Un hélicoptère a survolé Yokohama en direction d'une énorme brume noire recouvrant la zone. Depuis la porte ouverte, Kuya a interpellé Sasaragi en apercevant le brouillard, confirmant que tout l'endroit en était entouré. À l'intérieur de l'hélicoptère, Sasaragi s'est mis à hurler, terrifié parce qu'il avait le vertige, et a désespérément supplié de rentrer chez lui. Kuya a crié qu'il n'avait jamais entendu parler d'un Number ayant le vertige et a trouvé ça complètement affligeant. Sasaragi a rétorqué que l'ignorer était de la discrimination envers les Numbers. Alors que Kuya lui disait d'arrêter de dire n'importe quoi, Sasaragi s'est effondré sur son siège en affirmant qu'il perdait connaissance à cause de la peur. Kuya l'a regardé s'endormir. Ça l'a poussé à se demander s'il allait vraiment bien. Les deux se sont tenus devant la brume noire. Kuya a fait remarquer que ça semblait encore plus sinistre de près. Leur mission était de sauver les rankers, de subjuguer la calamité et de fermer le portail. Quand Kuya a demandé s'il pouvait vraiment le fermer, Sasaragi a soudainement prétendu souffrir de malnutrition, de claquage musculaire et d'une fracture du crâne tout en sortant une perfusion. Il en faisait vraiment des tonnes. Kuya a hurlé sous le choc, exigeant de savoir pourquoi il avait ça sur lui. Sasaragi s'est allongé sur un banc à proximité et a dit faiblement qu'il laissait le reste à Kuya. Au fond de lui, Kuya savait très bien qu'il faisait semblant. Il se demandait pourquoi quelqu'un comme lui faisait partie des Numbers. Il en a ensuite conclu qu'il devait gérer la situation lui-même. Contrairement aux calamités précédentes, cette brume noire était totalement inconnue. Au début, il a douté de lui-même. Puis, il a décidé qu'il devait le faire pour Inui qu'il avait reconnu à sa juste valeur. Déterminé, Koya a déclaré qu'il en était capable avant que la brume ne l'engloutisse soudainement. Dehors, Sasaragi se reposait confortablement sur le banc avec sa perfusion et murmurait qu'il était content d'avoir dormi. Sous le choc, Koya s'est soudainement retrouvé entraîné au plus profond du brouillard. L'intérieur était plongé dans l'obscurité totale. Il ne pouvait presque rien voir. Il se demandait si l'équipe de reconnaissance avait elle aussi été entraînée de la sorte. Soudain, quelque chose a tenté de l'attaquer. Kuya a esquivé sur le champ. Il a été surpris par ce qu'il a vu ensuite. Il y avait d'innombrables mains monstrueuses. Il se demandait si la brume noire elle-même était la calamité. Il a activé sa compétence, l'éveil infini. Il a esquivé les attaques. Il a essayé de la frapper, mais a réalisé qu'il ne touchait rien. Il s'est dit que c'était parce que la créature était faite de brouillard. Ses yeux se sont écarquillés sous le choc. Une force colossale l'a percuté et projeté en arrière. Il s'est protégé de l'onde de choc, mais soudain, une main sombre et géante a agrippé son corps et l'a totalement immobilisé. D'autres mains griffues l'ont encerclé alors qu'il réalisait que la calamité pouvait l'attaquer à sa guise sans que ses propres coups ne l'atteignent. La calamité l'a submergé d'attaques incessantes. Il a serré les dents de frustration, constatant à quel point la situation était absurde. Il s'est libéré de force et a décidé de battre en retraite. Il a compris qu'il était stupide de se battre de front en territoire ennemi. Il a ajouté que se battre sans connaître les caractéristiques de son adversaire était plus qu'idiot. La brume noire a continué de le poursuivre. Il a résolu d'attendre et d'observer. Pendant ce temps, Sasaragi avait l'air bien installé sur le banc. Il se demandait si Kuya s'était déjà enfui. Cependant, il a vite compris que ce n'était pas le cas et que Kuya préparait visiblement quelque chose. Caché derrière un mur, Kuya a réalisé que la calamité le cherchait à l'œil nu. Il en a conclu que le corps principal qui contrôlait les mains était caché quelque part dans le brouillard. Kuya s'est forcé à réfléchir attentivement pour le trouver. Il s'est souvenu des informations sur chaque Number. Puis il s'est rappelé un rankер d'il y a 4 ans qui avait affronté une calamité de type Slim. Cette calamité pouvait se dissoudre dans les eaux, devenir invisible et attaquer à sa guise lorsqu'elle était acculée. Néanmoins, le rankер avait tout de même trouvé un moyen de la vaincre. Koya s'est souvenu à quel point ce combat avait été aussi chaotique que génial. Il tremblait d'excitation à l'époque quand il l'avait appris. Koya a compris que la même méthode pourrait fonctionner ici, bien qu'elle comporte de sérieux risques. Soudain, une brume noire s'est profilée juste au-dessus de sa tête. En levant les yeux, Koya a vu les rankers disparus, suspendus dans les airs sous une étrange aura violette. Au début, il a craint qu'il ne soit mort. Mais en y regardant de plus près, il s'est rendu compte qu'il était en vie. Il savait qu'il pouvait les sauver s'il agissait vite. Il a libéré une décharge d'énergie et a hurlé pour forcer la calamité à se montrer. Un œil rougeoyant l'a dévisagé depuis les ténèbres. Kuya a essayé de deviner d'où il l'observait. Kuya a immédiatement foncé droit devant. Une explosion massive d'énergie violette s'est soudainement abattue sur lui.
Ses yeux se sont écarquillés sous le choc en réalisant à quel point la calamité était réellement immense. Il s'est défendu tout en subissant des attaques incessantes, bien qu'il ait été écorché de partout. Puis, il s'est rappelé un détail. Le rancœur de l'époque s'était réfugié dans un palais tout en encaissant les attaques ennemies. Cet endroit était cerné de 3 côtés par des récifs. Il s'est engouffré dans une impasse. À l'époque, le rancœur avait perdu sa voie de fuite, le rendant désespéré. Finalement, un gobelin est apparu. La ruelle était déserte à son arrivée, ce qui l'a troublé. Kuya a compris que la série d'actions du rancœur était devenue sa stratégie pour attirer la calamité invisible. Il s'est montré et a attaqué la calamité. Cela était possible non seulement grâce au pouvoir de Mugen, mais aussi à tous ses efforts de ces dernières années qu'il croyait vains. Mais finalement, ils ont porté leurs fruits. Pendant ce temps, Sasuragi se détendait toujours sur le banc. Mais il a soudainement ouvert les yeux en sentant que quelque chose n'allait pas. Au même moment, Kuya s'est rapproché pour déclarer échec et mat. Soudain, son pouvoir s'est arrêté. Il était sous le choc. Son corps a soudainement refusé de bouger. En lui, Mugen a esquissé un large sourire carnassier. Il a déclaré que la compétence éveil infini avait été arrêtée de force. Un compte à rebours est apparu devant Koya, indiquant que la compétence resterait verrouillée pendant 120 secondes. Le corps de Kuya a cessé de bouger. Mugen a fait remarquer que la compétence avait apparemment des restrictions d'utilisation. C'était logique puisque Kuya l'utilisait souvent. Le chronomètre a continué son compte à rebours jusqu'à la relance. Sasuragi, allongé sur le banc, se demandait si Kuya était déjà à court de compétences. Il a murmuré que Kuya était un idiot fini. Pendant ce temps, le gobelin était perplexe. Il l'a inspecté et s'est mis à se moquer de lui en lui montrant ses fesses alors qu'il ne pouvait plus bouger. Puis, il a eu l'idée d'un plan diabolique. Kuya était désorienté lorsque la brume violette a tourbillonné autour de lui. Des bras massifs et griffus ont émergé des ténèbres tandis que la créature se transformait en un gigantesque démon cornu. Kuya s'est figé sous le choc. La calamité l'a plaqué au sol et l'a écrasé sous une énergie violette écrasante. Koya a hurlé. La calamité a commencé à concentrer son énergie. Koya savait que c'était vraiment mauvais signe. Il a regardé le minuteur, et ce n'était toujours pas prêt. Il espérait désespérément que cela aille plus vite. Soudain, Sasuragi s'est précipité vers lui en le traitant de sale gosse. Cependant, même lui s'est rendu compte qu'il n'arriverait pas jusqu'à Kuya à temps. La calamité a tiré une gigantesque décharge d'énergie violette droit sur Kuya. L'attaque l'a frappé de plein fouet. Kuya s'est effondré, immobile, dans une mare de sang. L'écran rouge a continué d'afficher sa compétence comme étant un éveil infini, mais il est devenu bleu, et la compétence a affiché un tiret à la place. La calamité se dressait de façon menaçante au-dessus du corps de Kuya. De loin, même Sasuragi en restait abasourdi. Mais quelque chose attira son attention. Soudain, une brillante lumière bleue jaillit du corps de Kuya et s'élança vers le ciel. Une énergie bleue l'enveloppa complètement tandis qu'une immense aura s'élevait. Sasuragi se demanda si c'était une sorte de guérison ou de restauration. Au début, il soupçonna que ce soit une autre capacité de la calamité, mais non. C'est totalement différent. Kuya halta soudainement et se réveilla. Il respirait lourdement. Sasuragi le dévisagea, incrédule, et lui demanda ce que c'était. C'est alors que Kuya le remarqua enfin. Kuya pensait que c'était son imagination que l'attaque l'ait traversé. Sasuragi réalisa que Kuya lui-même n'avait pas remarqué ce qui venait de se passer. Comme il s'y attendait, Kuya pourrait vraiment être incroyable. Kuya l'avertit immédiatement que la calamité pouvait manipuler le brouillard. Sasuragi demanda simplement s'il avait verrouillé sa maison. Kuya était tellement confus, mais il continua à lui rappeler de ne pas oublier de verrouiller. Puis une clé lumineuse se matérialisa dans la main de Sasuragi. Alors qu'il activait sa compétence, verrouillage. Un seau massif avec une énorme serrure arrêta instantanément la calamité. Il lui fit alors la leçon, disant qu'oublier de verrouiller les choses finirait par causer la perte de Kuya. Kuya fut confus en voyant que la calamité s'était arrêtée. Sasuragi expliqua d'un ton désinvolte qu'il avait verrouillé ses mouvements et qu'elle ne bougerait pas tant que le verrou ne serait pas libéré. Puis il dit à Kuya de s'occuper du reste lui-même. Kuya n'arrivait pas à croire que Sasuragi l'ait arrêté si facilement. Sasuragi lui demanda comment il avait compris comment sortir la calamité du brouillard. Il se demandait s'il avait eu l'idée sur le coup ou si quelqu'un le lui avait suggéré. Il expliqua qu'il avait passé des années à étudier les numbers, car il voulait autrefois en devenir un lui-même. Cela dit, il a fait des recherches sur les calamités passées et la façon de les vaincre. Et pour cette calamité, il a copié la stratégie utilisée par un rancœur qui a autrefois combattu une calamité de type Slim. Le rancœur s'est sacrifié et a vaincu la calamité. Kuya fut ému par cet acte. Sasuragi se souvint de la calamité Slim d'il y a des années. Ce rancœur, c'était lui. À l'époque, il l'avait scellé avec son verrou et avait déclaré qu'il ne laisserait jamais les calamités agir à leur guise. Il n'était qu'un esclave corporatif de l'humanité, mais il était déterminé à la vaincre. À l'époque, notre cher Sasuragi était passionné, rien à voir avec son lui actuel. Le souvenir s'estompa tandis qu'une ombre recouvrait le visage de Sasuragi. Koya remarqua son expression. Sasuragi claqua la langue et se plaignit que Koya était pénible. Finalement, le brouillard noir disparut dès que la calamité fut arrêtée. Sasuragi approuva et nota que les rancœurs piégés pouvaient désormais être sauvés, mais ils allaient avoir une autre surprise.
De multiples portails commencèrent à s'ouvrir autour d'eux. Kuya paniqua. Sazuraji remarqua qu'ils étaient tous des portails de niveau avancé. Il comprit enfin ce que le brouillard cachait tout ce temps. Il observa également à quel point cela avait été intelligemment planifié. Kuya lui demanda ce qu'il devait faire. Le compte à rebours venait de passer sous la barre des 5 secondes. En un rien de temps, plusieurs calamités avaient traversé le portail. Kuya hurla de terreur. Il savait qu'il ne pouvait pas affronter autant de calamités avancées. Il y aura tellement de dégâts si l'une d'entre elles s'échappe. Sazaraji gémit. Il se plaignit à nouveau de la pénibilité de la situation. Une autre clé lumineuse apparut dans sa main, et une explosion se produisit. Kuya ne put que le fixer sous le choc. Une énergie dorée enveloppa Sazaraji, et un immense cercle magique se forma derrière lui. Il activa sa technique, la flamme de phosphore libérant l'armure du roi des épées. Sazaraji marmonna que c'était tellement pénible. Ensuite, il dit à Kuya de ne pas cligner des yeux et de regarder attentivement. Kuya se concentra intensément. Kaya appela Sazaraji. Il se demandait quel genre de technique c'était. Sazaraji se tenait là, tenant une arme massive semblable à une clé, entourée d'un immense cercle magique. Il expliqua que c'étaient les flammes de Kilan qui libèrent l'armure. C'était la forme éveillée de sa compétence. Kaguya n'avait jamais entendu parler d'un éveil de compétence auparavant. Il réalisa qu'une telle transformation était impossible avec des compétences ordinaires. Il en conclut que Sazaraji avait véritablement transcendé l'humanité. Soudain, il remarqua quelque chose arriver sur le côté. Une énorme calamité aux allures d'insecte fonça soudain vers Sazaraji. Kuya lui cria de faire attention. Lorsque cette calamité s'approcha, l'énergie dorée l'incinéra instantanément. Le monstre tomba en cendres en plein vol. Koya réalisa à quel point c'était intense pour qu'une calamité de bas niveau ne puisse pas maintenir son corps. Cela lui rappela la fois où il avait affronté Mugen. Mugen avait observé et estimé Sazaraji au niveau 5. Puis il se corrigea immédiatement et réalisa que Sazaraji était plus proche d'une calamité de niveau 10. Mugen observa que la puissance de combat de Sazaraji avait considérablement augmenté, remarqua Sazaraji, alors qu'une horde de calamités apparut soudain devant lui. Kuya s'inquiéta pour Sazaraji vu qu'il y en avait tellement. Puis Sazaraji activa le verrou de clé royale. D'énormes serrures lumineuses apparurent au-dessus des calamités et scellèrent leur mouvement. Après cela, Sazaraji déclencha une autre technique appelée bumping, qui provoqua une énorme explosion déchirant le champ de bataille. Koya en resta abasourdi. Sazaraji avait l'air tellement cool, debout pendant que les explosions se produisaient. Il tourna son regard vers Koya. Koya réalisa que c'était une élimination parfaite et complète. Même les calamités avancées étaient impuissantes face à Sazaraji. Il réalisa le véritable pouvoir de Sazaraji qui avait sa place parmi les numbers. Soudain, Sazaraji gémit et dit qu'il était épuisé. Il s'allongea par terre en se plaignant de ne plus vouloir rien faire et qu'il voulait un hélicoptère pour le ramener chez lui afin de dormir. Kuya lui dit de ne pas dormir par terre puisqu'il est un adulte. Ensuite, Kuya le bombarda avec excitation de questions sur la technique et l'idée de retirer l'armure des compétences. Il n'avait jamais rien vu ni entendu de tel auparavant. Il se demandait s'il pouvait l'utiliser aussi. Sazaraji lui dit crûment qu'il n'y avait aucune chance. Il avertit Kuya de ne pas sous-estimer les numbers. Kuya fut pris de court. Ce n'était pas encore quelque chose que Kuya devait savoir. Kuya était confus. Il a changé de sujet. Puis, il a soudainement hurlé de manière dramatique, affirmant que sa déchirure musculaire, son appendicite et ses hémorroïdes s'étaient toutes réveillées en même temps. Kuya fit remarquer d'un air blasé que Sazuraji avait à peine bougé pendant le combat. Il soupira face au jeu d'acteur épouvantable de l'homme. Sazaraji restait simplement allongé là, se demandant intérieurement s'il avait bien fait de montrer la technique avancée à Kuya. Juste un petit retour en arrière. Lors de sa précédente conversation avec Inuit, il avait exprimé son refus. Il se demandait si Inu avait vraiment l'intention d'entraîner Kuya dans leur monde. Inu répondit que Kuya voulait probablement en faire partie. Sazaraji rétorqua que Kuya ne le voudrait pas s'il savait tout. Amusé, Inu fit remarquer à quel point il était rare que quelqu'un d'aussi paresseux que Sazaraji soit persévérant. Puisque Sazaraji était réticent, il lui proposa un marché. Si Sazaraji acceptait de le faire, il pourrait prendre une semaine entière de congé. Sazaraji lui lança un regard noir pour avoir joué un coup bas. Inui suggéra que sa fille serait heureuse. Il avait des informations sur elle dans son téléphone, il savait donc qu'ils vivaient séparément. Il a dit à Sazaraji que c'était pour l'avenir de l'humanité. Avec un lourd soupir, Sazaraji accepta à contre-cœur. De retour au présent, Sazaraji dit paresseusement à Kuya que même s'il apprenait la vérité maintenant, il lui faudrait encore 10 ans pour la comprendre. Il conseilla à Kuya de laisser tomber. Au lieu de cela, Kuya déclara qu'il travaillerait aussi dur que possible. Sazaraji le traita d'idiot et l'avertit de ne pas en faire trop. Koya promit de travailler dur car il devait devenir plus fort. Il avoua que devenir fort lui semblait toujours impossible pour quelqu'un comme lui, et pourtant, il pouvait maintenant combattre la calamité alors qu'il n'était qu'un Hachiko inutile qui n'avait jamais éveillé la moindre compétence. Sazaraji l'observa et lui fit remarquer que Koya possédait bel et bien des compétences. Koya en resta confus. Pendant qu'ils discutaient, plusieurs corbeaux noirs se sont rassemblés à proximité. Ils étaient perchés au-dessus d'eux deux et les observaient intensément. Ailleurs, Kuruzu interpella Inui et rapporta que tout s'était déroulé selon son plan. Inui confirma que Kuya possédait vraiment des compétences.
Il ne sait toujours pas lesquels. Kurusu nota que Inui semblait inhabituellement heureux. Cependant, il exprima que montrer une compétence avancée à Kuya était encore prématuré. Alors que les Numbers le cachaient même au gouvernement, sans parler du public, il avertit que si leur plan devenait un jour public, l'équilibre du monde s'effondrerait comme si on ouvrait la boîte de Pandore. Inu gloussa et admit qu'il ne devait jamais devenir Prométhée, celui qui avait donné le feu à l'humanité. Mais il souligna qu'un humain capable d'absorber les calamités était enfin réapparu, ce qui signifiait que le temps, figé depuis ce jour-là, s'était enfin remis en marche. Il affirma que grâce à Kuya, il pouvait enfin aller de l'avant au sein de l'association des Numbers. Sasaraji gémit bruyamment tout en se plaignant de devoir y aller aussi. Kuya lui fit remarquer qu'il était évident qu'il devait faire un rapport sur le déroulement de la mission. Il lui cria d'arrêter de se plaindre alors qu'il était allongé dans un chariot pendant que Kuya le poussait dans le couloir. Sasuraji expliqua qu'il ne pouvait plus rien faire, sa redoutable libération d'armure ayant laissé tout son corps endolori et hors d'état de fonctionner. Kuya doutait qu'il dise la vérité. Sasaraji grommela que Inui aurait dû être celui qui venait le remercier. Il se plaignit de cet enfoiré, mais Koya lui dit que ça suffisait puisqu'il était déjà à la chambre des Inui. La porte s'ouvrit pour révéler Kei Kusanagi. Koya se figea sous le choc tandis que Kei le dévisageait froidement. Sasuraji demanda nonchalamment si la suspension de Kei était déjà terminée. En passant devant Kuya, Kei déclara qu'il n'avait pas perdu. Sasuraji fit la remarque qu'il était vraiment difficile à gérer. Il avertit Kuya d'être prudent puisque le gamin s'était pris d'affection pour lui. Kuya réalisa qu'il avait raison, vu que le type l'avait attaqué de nulle part. Kuya le détestait. Une voix venant de l'intérieur les invita ensuite à entrer. Le visage de Kuya s'illumina en voyant Inui. Inui leur dit qu'il avait fait du bon travail lors de la mission. À ses côtés se tenait une femme blonde en blouse blanche. Koya la reconnut instantanément. C'était Gem Kijoin, le numéro 8. Kijoin l'identifia comme étant Kuya Kamikami. Sortie de nulle part, elle lui lécha la joue. Bien sûr. Notre garçon rougit et trébucha en arrière tout en hurlant. Quoi? Il était embarrassé qu'elle l'ait léché. Elle sourit et lui dit qu'il empestait l'énergie de calamité. Inu lui demanda d'examiner la compétence de Kuya. Kuya réalisa qu'elle l'analysait. Kijoin ordonna à Kuya de montrer son écran de statut. Après avoir vu que les caractéristiques de la compétence se trouvaient dans cette notation, elle comprit pourquoi les idiots la prenaient à tort pour quelque chose d'inutile. Elle précisa que le tiret ne signifiait pas qu'il n'y avait aucune compétence, mais qu'il signifiait minus. Voyant à quel point Kuya était confus, elle sut que la conversation n'irait nulle part avec un idiot comme lui. Kuya répéta le mot avec confusion. Elle reformula en l'appelant annulation à la place. Elle expliqua que Kuya possédait la capacité de soustraire la puissance des compétences et des calamités pour la ramener à zéro. Soudainement, elle gifla Kuya au visage pour lui démontrer que cela ne fonctionnait pas sur tout et que cela devait être activé. Inu suggéra qu'il y avait une condition pour l'activer. Ce pourrait être lorsque Koya subissait beaucoup de dégâts ou s'il était sur le point de mourir. Mais ce dont il était certain, c'est que cette compétence réprimait la calamité à l'intérieur de Koya. Koya n'arrivait pas à y croire. Il se rappela avoir été harcelé dans le passé pour n'avoir aucune compétence. Il était traité comme un larbin et avait même été surnommé Ashiko. Et maintenant, il apprenait qu'il avait une compétence depuis le début. Cela l'a rendu émotif. Il a pleuré. Mais le moment fut interrompu lorsque Kijoin leur dit qu'elle détestait les spéculations et proposa de le disséquer immédiatement pour enquêter plus en profondeur. Kuya réagit avec horreur à la mention d'une dissection. Soudain, une jambe humaine sortit de la bouche de Haïm. Ils regardèrent d'autres parties du corps en sortir. Quand elle eut terminé, elle s'essuya la bouche et déclara qu'elle en avait créé un parfait. C'était un clone de Kuya. Kuya n'arrivait pas à concevoir qu'il soit sorti de sa bouche. Il paniqua, incapable de comprendre la situation. De plus, le clone était nu, ce qui le mettait dans l'embarras. Kijoin réalisa que Inu n'avait rien dit au garçon. Elle révéla que sa compétence s'appelait duplication. En utilisant sa langue, elle pouvait lire les informations d'un être vivant et en créer une réplique parfaite. Elle expliqua que, bien que le clone ne soit pas en vie, son corps était complètement identique à celui de Kuya, ce qui leur permettait de l'étudier à travers lui. Sasaraji fit la remarque que sa compétence était répugnante. Kijoin le taquina en disant que sa dissection lui rappelait beaucoup de bons souvenirs. Elle a suggéré de le refaire. Sasaraji a pâli. Il l'a supplié de ne pas lui rappeler ça, car c'était une torture de voir son propre corps se faire tailler en pièces. Il a prévenu Kuya que ce n'était pas une partie de plaisir à regarder. Kijoin a annoncé qu'elle allait commencer à disséquer Kuya immédiatement. Contre toute attente, le clone l'a soudainement attrapé par la gorge. Tout le monde s'est figé sous le choc. Le clone l'a averti de ne pas le toucher avec autant de désinvolture. Kuya y a vu Mugen. Kijoin l'a foudroyé du regard. À l'aide d'un scalpel, elle a pris le bras du clone et a fait remarquer que la poupée était étonnamment vivante. Amusée, elle a commenté que les choses devenaient enfin excitantes. Kuya a eu de la peine pour son bras. Elle a traîné le clone nu hors de la pièce par les cheveux, déclarant d'un ton désinvolte qu'elle ferait un rapport après en avoir appris davantage. Kuya a observé la scène avec amertume. Inui a expliqué qu'elle était normalement bien trop importante pour examiner personnellement un ranker ordinaire. Il a déclaré que cela prouvait à quel point il attendait beaucoup de Kuya. Puis il a déclaré que Kuya était celui qui mettrait fin à la guerre contre les calamités et qu'il le considérait comme l'espoir de l'humanité.
Kuya s'est souvenu que Inouï l'avait déjà appelé ainsi. Inouï a ensuite expliqué que l'humanité s'était éveillée à cause de l'apparition des calamités dans le monde. Il a affirmé que les humains et les calamités étaient les deux faces d'une même pièce. Comme Kuya possédait les deux, il avait le potentiel de les transcender complètement. Cependant, Inouï l'a prévenu que son pouvoir restait incomplet et brut. Il a expliqué que c'était pour cette raison qu'il avait demandé à Sasaraji de lui montrer la technique de libération d'armure plus tôt. Inouï a précisé que la majestueuse libération d'armure était un art secret uniquement autorisé pour les Numbers. À cause de cela, Kuya devait gravir les échelons rapidement. Il a indiqué que les rangs étaient déterminés par les niveaux, la maîtrise des compétences et l'historique des missions. Après avoir vaincu deux calamités de classe supérieure, Kuya était déjà passé de non classé à un rang inférieur. Cependant, la route qui l'attendait était longue et ardue. Kuya n'avait d'autre choix que de continuer à s'entraîner et à s'élever. Soudain, la pièce entière a tremblé violemment. Une pression écrasante a envahi les lieux. Kuya s'est immédiatement mis à suer à grosses gouttes en ressentant une aura bien supérieure à tout ce qu'il avait connu. Il s'est demandé si c'était celle de Mugen. Inouï s'est demandé si la calamité de classe spéciale d'il y a 6 ans était de retour. Kuya a compris qu'il parlait de Mugen. Inouï a expliqué que le public croyait qu'il avait vaincu la calamité à l'époque, mais qu'en réalité, elle avait disparu avant la fin de l'assujettissement. Il a avoué qu'il n'avait jamais su si elle était retournée dans son monde ou si elle s'était simplement cachée ailleurs. En entendant cela, Kuya s'est préparé nerveusement à avouer que Mugen était en fait à l'intérieur de lui. Mais avant qu'il ne puisse parler, Inouï a déclaré froidement que la créature avait détruit le monde et lui avait enlevé la personne qu'il aimait. Il a juré de la tuer la prochaine fois qu'ils se croiseraient. Kuya s'est figé, terrifié par son intention meurtrière. Mugen a ricané et lui a dit que ça ne le dérangeait pas s'il le balançait. Il a mis Kuya au défi de le faire. Soudain, un messager a fait irruption dans la pièce et a signalé qu'une porte de classe spéciale était apparue. La pression détectée ne ressemblait à rien de ce qu'il avait pu rencontrer auparavant. Il pensait qu'il s'agissait d'une nouvelle calamité spéciale. Le compteur indiquait environ 1 an avant que la calamité ne sorte. Inouï a compris que c'était une nouvelle, et qu'elle serait là dans 1 an. Sasaraji a soupiré et s'est plaint que ça allait encore être une énorme galère. Inouï s'attendait à ce que Kuya entende tout cela. Il a déclaré qu'il ne restait plus qu'1 an à l'humanité avant que le désastre ne frappe. Il s'attend à ce que Kuya sache quoi faire. Kuya était déterminé. Il a déclaré qu'il deviendrait l'un des Numbers. 1 an a passé à Tokyo, et il ne restait plus qu'1 semaine avant l'ouverture de la porte de classe spéciale. Les gens vivaient leur vie quotidienne. Un homme s'est souvenu du moment où la calamité de classe spéciale d'il y a 6 ans avait tout transformé en un champ de ruines. Il craignait que Tokyo ne subisse le même sort s'il ne parvenait pas à s'enfuir à temps. Soudain, une alerte à la calamité a retenti. Puis une porte violet foncé s'est ouverte en plein milieu de la rue. Une énorme calamité aux allures de serpent en a émergé avec un cri assourdissant. La foule a paniqué et a supplié qu'on l'aide. Soudain, une énergie orange vif est descendue du ciel. Une frappe puissante s'est abattue sur la calamité et l'a écrasée sur le coup. La calamité a été complètement anéantie. L'homme l'a remercié et lui a prudemment demandé son nom. Kuya a souri de manière décontractée et a répondu qu'il n'était personne d'important. Il était content qu'il soit sain et sauf. Soudain, Sasaraji lui a crié de ne pas les laisser derrière et s'est plaint de qui allait tirer son chariot. Kuya s'est aussitôt emporté contre lui pour obliger constamment les autres à le traîner partout. Sasaraji lui a dit qu'il devait se dépêcher d'aller à l'association des Numbers puisqu'Inouï les attendait. Kuya a répondu oui. Cela faisait déjà 1 an qu'il n'avait pas vu Inouï. Dans le bureau des Inouï, Shizuka s'est excusé et a informé Kuya que Inouï n'était pas là. Surpris, Kuya a expliqué que Inouï l'avait lui-même convoqué. Elle a précisé que Inouï l'attendait ailleurs et lui a demandé de la suivre. Pendant qu'il descendait, Shizuka a remercié Kuya pour son travail acharné au cours de l'année écoulée. Elle a mentionné avoir entendu dire qu'il avait combattu des calamités en Amérique aux côtés de Sasaraji. Kuya a expliqué que l'Amérique manquait d'une organisation comme les Numbers. Ainsi, de nombreux individus éveillés travaillaient de manière indépendante comme chasseurs de primes. Il a admis que gérer à la fois des héros excentriques et des calamités en avait fait l'année la plus dure de sa vie. Shizuka a remarqué que ses cheveux avaient beaucoup poussé. Gêné, Kuya a avoué qu'il n'avait tout simplement jamais eu le temps de les couper. Elle a fait remarquer que son apparence et son physique avaient tellement changé qu'il ressemblait à peine à la même personne qu'il y a 1 an. D'immenses portes se sont ouvertes. C'était un centre d'entraînement souterrain. Elle a expliqué que les Numbers et leurs candidats l'utilisaient pour s'entraîner. Kuya a remarqué quelqu'un. C'était Inouï, et il a annoncé avec enthousiasme qu'il était enfin de retour après 1 an d'entraînement. Inouï a noté que Kuya était désormais classé 12e, un niveau proche de celui des Numbers eux-mêmes. Cependant, il a déclaré qu'il s'agissait maintenant de savoir s'il avait la force nécessaire pour être à la hauteur. Soudain, il a proposé un affrontement. Il voulait voir si Kuya pouvait le toucher. Il a encouragé notre protagoniste à utiliser toute sa puissance. Il savait qu'il tenait l'épée du jugement, l'arme utilisée pour détruire les calamités. Kuya était conscient qu'un seul coup ne le laisserait pas s'en tirer indemne. Il a réalisé que Inouï était tout à fait sérieux. Au lieu d'avoir peur, Kuya s'est senti excité, car cela signifiait que Inouï le reconnaissait vraiment. Il a pris une profonde inspiration et a crié qu'il en était reconnaissant. Au même moment, les cheveux de notre garçon ont de nouveau viré au rouge vif.
Il ressemblait exactement à un Super Saiyan. Il s'est précipité en avant à une vitesse incroyable et a disparu de notre vue. Inui se concentra. Il perçut le coup de poing de Koya et l'esquiva. Le poing de Koya était enveloppé d'énergie. Inu fut témoin du pouvoir de la calamité. Koya a continuellement essayé de se jeter sur lui, mais il a tout esquivé. Inu a souligné que Kuya possédait l'éveil infini grâce au pouvoir de la calamité et le minus pour l'annulation. Il était curieux de voir comment il utiliserait ses pouvoirs opposés. Il avait hâte de voir la force de Kuya. Kuya activa le minus. Ses cheveux reprirent leur couleur normale. Puis, une énergie d'un bleu éclatant crépita autour de lui. Kuya s'élança en avant et entra en collision frontale avec l'énergie dorée des Inui. Inui fut surpris. Kuya avait l'air sérieux. Il se jeta sur lui en plein vol. Inui réalisa que Kuya pouvait alterner entre sa propre compétence et le pouvoir de la calamité sans aucune latence. Il remarqua aussi que Kuya maîtrisait parfaitement l'énergie destructrice de la calamité et pouvait la concentrer en un seul point. Inu a admis que même lui ne pourrait pas encaisser cette attaque de front sans être blessé. Kuya tendit la main et activa le minus. Ce pouvoir n'était qu'un bluff. Kuya s'apprêtait plutôt à le frapper, mais il fut surpris. L'épée avait disparu. Puis d'innombrables lames incandescentes ont afflué au-dessus de lui. Inu a eu un sourire en coin et a demandé comment il comptait gérer cela. Kuya fronça les sourcils. De l'énergie s'est accumulée autour de ses jambes. En utilisant une force explosive, il s'est propulsé dans les airs, évitant le barrage tout en contre-attaquant simultanément. Soudain, une lame transperça son corps. Inu apparut derrière lui et lui fit remarquer que son dos était complètement à découvert. Kuya s'est excusé car il l'avait intentionnellement laissé à découvert. Puis Kuya a décoché un puissant coup de pied directement sur Inui. Le choc a projeté Inui violemment en arrière. Kuya a pris confiance en lui, mais il a vu que Inui était toujours debout. Il avait levé son bouclier. Puis il a dit à Koya que le bouclier n'était pas arrivé à temps et qu'il avait été égratigné à la main. Il l'a félicité pour cette frappe. Les yeux de Kuya s'écarquillèrent et il se réjouit d'avoir réussi ce coup. Inu a observé que Kuya avait non seulement maîtrisé sa propre compétence, mais qu'il s'était également totalement approprié le pouvoir de la calamité. Kuya a expliqué que pendant l'entraînement, la calamité en lui a fini par cesser d'essayer de prendre le contrôle. Son pouvoir avait commencé à ressembler à une partie naturelle de son corps. Il a avoué qu'il ignorait si elle avait tout simplement abandonné. Inu s'est souvenu du rapport de Kajuin. Il est venu dans son laboratoire et a vu la réplique du garçon. Elle lui a dit qu'il pouvait la voir s'il le voulait, mais il a refusé. Il a demandé ce qu'elle avait découvert, et elle lui a répondu que cette chose n'était plus humaine. C'était une calamité. De retour dans le présent, Koya demanda nerveusement si quelque chose n'allait pas. Inu a répondu que ce n'était rien. Il s'est dit qu'il s'inquiétait pour rien. Inu exprima sa curiosité quant à l'apparence de la calamité en lui, mais notre protagoniste se souvint de l'intention meurtrière que Inui avait dégagée lorsqu'il parlait de Mugen. Naturellement, à cause de cela, Kuya ne pourrait jamais révéler la vérité. Changeant de sujet, Inui a rappelé à Kuya que le portail de classe spéciale s'ouvrirait dans une semaine. Il lui a également fait remarquer que sa mission était encore inachevée. Kuya savait que c'était parce qu'il devait encore devenir l'un des numéros. Inu a expliqué qu'il allait maintenant enseigner aux deux candidats l'art secret connu sous le nom de libération des armures raffinées, indispensable pour rejoindre les numéros. Alors que Inui s'éloignait, Koya s'est soudainement figé en l'entendant dire aux deux. Puis Kei Kusanagi est apparu derrière lui et lui a demandé si Kuya était l'autre candidat. Kuya fit un bond en arrière par surprise. Inu a présenté Kei comme le rang 11 et Kuya comme le rang 12. Il a expliqué que les numéros ne comptaient que 10 membres. Avec le départ de Théo, un siège restait vide. Inu a déclaré que Kawaya et Kei allaient se battre pour cet unique poste. Ces deux-là se tenaient sur leur garde. Kei a lancé un regard perçant à Kala. Les tensions sont rapidement montées. Ils ont tous deux déclaré qu'ils deviendraient le prochain membre des numéros.